Bonjour à toutes et tous. Voilà, c'était la 5e session de ce parcours, qu'on vous propose avec Nicolas, donc depuis le mois de septembre. Donc après Mathieu Gagnon, Véronique Delisle, Aurélia Platon, Anne-Sophie Caillé pour, la dernière séance, sur, philosophie avec les élèves allophones qui était une séance très, très riche. Et avant Élodie Cagnier-Lemoine à la rentrée. On est vraiment, très heureux, d'accueillir Charlie Renard, que vous devez, tous, connaître, hein, pour la plupart. Alors je vais laisser, Charlie se présenter, mais elle est enseignante, au lycée, en terminale, professeure de philosophie. Elle est doctorante, au CREN, donc effectivement. Elle était aussi, coordinatrice cette année du chantier philo-école, aux rencontres internationales, des NPP à l'UNESCO. Et voilà, on est vraiment, très content, d'accueillir Charlie sur un sujet en plus ouais, qui nous touche, et je pense qu'il va aussi, vous parler. Donc, on lui laisse, tout de suite, la parole, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les relaiera, dès que possible. Bien, merci beaucoup. Oh, ça fout la pression, hein, de me présenter comme ça. Bonjour à tous. Je suis désolée, je ne vois pas le chat, hein, donc si vous me faites un coucou, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas. Donc voilà, je suis Charlie Renard, je suis professeure de philosophie en lycée depuis 14 ans. Et puis j'ai découvert la philo pour enfants il y a 7 ans avec le film, ce documentaire Ce n'est qu'un début. Alors ça a été vraiment un déclic, de la philo pour enfants ou avec les enfants, en cercle et en dialogue. Donc ça a vraiment été un choc pour moi parce que ça allait complètement à contre-courant de ce que je pouvais pratiquer auparavant. Alors du coup, au début, je me suis lancée un peu au hasard, sans savoir où je mettais les pieds et puis où ça allait m'emmener. Et puis, 1 an après, j'ai vu dans Philo Magazine, en tout petit à la fin, dans une petite colonne, les colonnes qu'on lit rarement, hein, qu'un diplôme universitaire ouvrait à Nantes et qui formait à l'animation, aux ateliers pour enfants et adolescents, à l'école et dans la cité. Et ben, j'ai foncé, j'ai voulu tout de suite me former pour en savoir davantage. Alors, ça a vraiment été comme si j'avais été réveillée de mon sommeil dogmatique, hein, pour paraphraser Kant. En effet, la démarche, la posture, les gestes et les questionnements pédagogiques, c'était radicalement différent de ce que j'avais pu expérimenter, à la fois comme élève au lycée, puis à l'université et puis ensuite que j'ai adopté, comme professeur. En effet, il n'est pas si facile, d'échapper à la pente imitatrice qui nous amène à répéter les formes d'enseignement que l'on a reçues. Et puis du coup, bah, voilà, j'ai fait cette formation, ça a vraiment été un choc. Et puis l'année d'après, bah, j'ai enchaîné avec un master littérature jeunesse. Et le sujet de mon mémoire professionnel, c'était la portée philosophique des dystopies de jeunesse. Et il y avait une partie expérimentation pour ces mémoires professionnelles et je l'ai conduite avec mes 2 classes de terminale. Donc finalement, progressivement, bah, je suis passée de la philo avec les enfants, selon les modalités voilà, que vous connaissez. Et puis, bah, ça m'a amené aussi à changer finalement ma pédagogie avec mes classes de lycée. Et c'est ça que je vais un petit peu vous expliquer aujourd'hui, un peu mon cheminement. Alors, séduite donc par cette nouvelle façon de pratiquer la philosophie avec les jeunes et voyant les effets bénéfiques en classe, j'ai naturellement transformé mes anciens cours et introduit de plus en plus de dialogues philosophiques avec finalement le sentiment d'une évidence retrouvée, celle de renouer avec les racines grecques de la philosophie et la fameuse maïeutique socratique. Mais tout pendant que je transformais ma pédagogie, je n'arrêtais pas de me poser ces questions-là. Je me disais, mais pourquoi je n'ai pas pratiqué de dialogue philosophique pendant mes études? Pourquoi je n'ai pas été formée à cela à l'université? Est-ce que c'est spécifique à mon parcours ou est-ce que c'est plus systémique? Alors finalement, ça m'a amené à questionner aussi les impensés de ma pratique pour découvrir aussi les impensés de l'enseignement de la philosophie en France. Et donc, ces fameuses évidences hein, qu'il faut toujours réinterroger pour aller, pour avoir finalement une pratique réflexive de son métier. Alors, bah, cette réflexion, ça m'a amené aussi, du coup, à en faire le sujet de ma thèse, puisqu'il porte sur l'enseignement de la philosophie, et notamment les activités collectives orales en classe de lycée. Alors, déjà, je tiens à m'excuser pour ce titre un peu grandiloquent, hein, pourquoi et comment faire des ateliers philo en cours de philosophie au lycée. Alors, il a le mérite d'être simple, ce titre, mais
il pourrait donner l'impression que je vais donner toutes les solutions pour pouvoir faire des ateliers philo au lycée. En vérité, il y a beaucoup de contraintes forcément dans l'enseignement et je vais essayer de vous montrer quels sont les leviers sur lesquels on peut qu'on peut actionner finalement pour permettre de faire davantage d'ateliers en cours de lycée, voire peut-être à repenser sa pédagogie. Alors, d'abord, mon cadre. Alors, il faut que je… Voilà, mon contexte. Alors, donc, le cadre dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas la philo pour enfants, même si c'est ça qui m'a inspirée et qui m'a amenée à changer ma pratique en classe de lycée. Mais donc, puisque ce n'est pas la philo pour enfants, mais plus pour adolescents, voire grands adolescents, hein, ça veut dire aussi qu'ils ont un profil psychologique particulier, qui n'ont pas les mêmes capacités et besoins cognitifs et langagiers. Deuxième chose à propos de mon contexte et de mon cadre, c'est que c'est la philo en cours et pas dans la cité. Par exemple, ce n'est pas en bibliothèque comme ce que je peux… Un objectif d'apprentissage comme jeu premier et central. L'obligation d'éduquer et d'enseigner. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a une dimension de transmission de savoir de type scolaire, que ça s'inscrit dans un cursus, dans un curriculum, dans des séquences, dans des évaluations aussi, et aussi dans des contraintes de temps et d'espace, et institutionnelles, des bulletins officiels, des recommandations et des inspections. Autre chose aussi à propos de mon contexte, c'est que forcément, puisque ça porte sur l'enseignement de la philosophie au lycée, eh bien, ça veut dire qu'il y a aussi toute une histoire et une tradition de l'enseignement, des normes du métier. Contrairement à la philo avec les enfants, qui est plutôt jeune, hein, même si on arrive à quasiment 70 ans d'ancienneté, mais néanmoins, on est encore dans une pratique qui s'autonorme, et puis, alors que finalement, l'enseignement de la philosophie en terminale, eh bien, il y a tout un tas d'habitus qui imprègnent le corps enseignant, des pratiques, des croyances et des conceptions qui sont reconnues et qui se répètent. Du coup, si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, finalement, il n'y a pas les mêmes problématiques et les mêmes enjeux quand on parle de la philo avec et pour les enfants dans la cité et au primaire, par exemple, et dans la philo, les ateliers philo qu'on pourrait faire dans l'enseignement de la philosophie au lycée. Par exemple, contrairement à la philo avec les enfants, eh bien, qui doit, elle, encore batailler et pour asseoir sa légitimité auprès de l'institution, eh bien, la philo en terminale ou en première n'a pas à convaincre de l'intérêt, de l'importance de faire de la philo. Enfin, quoique, en même temps, quand on voit le temps qu'il a fallu pour que la philo arrive en lycée pro, hein, c'était en septembre 2021 quand même, on peut se demander si finalement la philo est si évidente au lycée et pour tous les lycéens. Et puis, il y a encore des gens pour douter de l'utilité et de la pertinence de faire de la philo au lycée, hein, régulièrement. Ça revient sur le tapis de dire finalement, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça les forme à être de bons citoyens bien intégrés dans la société? Alors, cette précision, donc, elle a son importance parce que, d'une part, le contexte scolaire, il a tendance à dénaturer les objets, puisque là, par exemple, à propos de la philosophie, c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas ressentir aussi fortement que quand on a des volontaires qui font un atelier, on ne peut pas ressentir autant la gratuité de la pensée. Là, ils sont contraints d'être là. Ils ont tout un tas de normes et de contraintes dues au métier d'écolier, d'élève. Donc, des évaluations, on fait l'appel, on doit se tenir correctement, on doit être assis derrière un bureau pendant 8 heures. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que ça change aussi radicalement le rapport à la philosophie et du coup aussi la pratique d'atelier. Donc ça, c'est une première chose. Et puis d'autre part, si l'institution, elle propose la philosophie en classe de lycée, première et terminale, eh bien, elle doit veiller à se donner les moyens de ses ambitions. Et donc ici, là, c'est plutôt, je dirais, un avantage de parler de la philo au lycée, puisque elle a des comptes à rendre, finalement. L'institution a des comptes à rendre et elle doit veiller à ce que les finalités qu'elle se donne, finalement, par l'enseignement, par le fait de proposer l'enseignement de la philosophie aux lycéens, eh bien, elle doit veiller à aussi offrir les moyens
de viser ces finalités. Il y a à ce titre une obligation d'éducation et d'enseignement pour tous les élèves, et pas seulement ceux dont le capital linguistique et culturel les a déjà façonnés pour correspondre aux normes de sélection. Donc ici, dans ma perspective aussi de mettre en place des ateliers philo au lycée, c'est aussi ça que j'ai en tête, c'est-à-dire offrir la philosophie aussi à ceux qui ont moins un profil et un capital qui serait totalement adapté finalement à l'école. Alors, avant de passer au point suivant, je voudrais vous demander, à vous qui m'écoutez, finalement, ce que c'est pour vous qu'un atelier, puisque c'est ça dont on va parler aujourd'hui, hein, faire des ateliers en classe de lycée. Qu'est-ce que c'est qu'un atelier? Et du coup, par la même occasion, qu'est-ce que c'est qu'un atelier philo? Comment vous le définiriez? Alors, allez-y, je vous laisse quelques minutes, ou enfin, une minute ou deux, hein, pour que vous écriviez, si vous voulez, dans le chat, ce que c'est pour vous qu'un atelier, et du coup, un atelier philo. Alors, je les lis au fur et à mesure qu'elles arrivent. Oui, oui. C'est des mots qu'on utilise tout le temps dans la pratique des nouvelles pratiques philosophiques. Et c'est peut-être pas si évident que de dire ce que c'est qu'un atelier, finalement. Alors, une pensée réflexive partagée avec ses pairs, un espace-temps de fabrication et de création, donc d'expérimentation, un espace de discussion sur un thème dont l'intérêt est partagé par une majorité de participants. Un atelier, c'est un moment où on pratique, où on manipule un outil, comme pour la poterie par exemple. Un atelier philo, c'est quand on manipule des outils pour réfléchir. Mhm. Un exercice collectif de recherche sur un sujet précis de discussion. Un endroit où on expérimente une réflexion philosophique collective. C'est en petits groupes. L'atelier requiert une participation active des élèves. Atelier de discussion à partir de supports variés. Dans un atelier, on utilise des outils pour façonner quelque chose. Un thème, des questions, des réponses, des débats. Une construction de pensée. Un espace-temps de travail en petits groupes. Un atelier, Eh bien, c'est déjà très riche. Hein. ouais, là, du coup, ça a mis le temps, mais ça fuse. Hein. Un atelier, c'est un endroit où l'on produit quelque chose, un lieu où on essaie, où on tend à produire de la philosophie, où on exerce sa pensée, où on s'entraîne à réfléchir seul ou en groupe, seul et en groupe, pardon. Un moment de détente où les apprenants peuvent dire ce qu'ils pensent, une mise en pratique, un moment d'échange en classe, hors cadre scolaire, un dialogue philosophique horizontal, posture enseignante différente, un espace de réflexion, de discussion en groupe avec divers supports et modalités d'animation, un temps et un lieu pour apprendre à réfléchir collectivement et écouter l'autre, échange, débat, un moment où on fabrique des pensées. Voilà. Ok. Alors, on va s'arrêter là parce que je sens qu'ils sont très, très, très inspirés là. Mais il y a énormément juste de Charlie, choses. pour vous préciser et pour aussi les participants, parce qu'il y a encore des définitions là qui sortent, Ouais. on vous fera un script du chat, hein, comme on a fait pour Anne-Sophie Caillé, et pour vous Charlie, et pour les participants. Donc on le mettra aussi dans l'agenda, comme ça vous retrouverez et toutes les références qu'on va donner, et là toutes les définitions que vous avez données. Ah bah, super, merci beaucoup. Là, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez donné comme définition, c'est qu'il y a déjà la notion d'espace et de temps. Donc ça, on va en reparler après, mais c'est vrai que c'est important, même quand on envisage et quand on réfléchit à la pratique d'atelier, il faut toujours se demander quel est le temps qu'on va circonscrire et où on va le faire. Hein. Donc c'est aussi vraiment important. Et alors ça rejoint pas mal la question de la distance dont on a parlé justement au RNPP, dont tu faisais mention tout à l'heure, puisque effectivement, quand il y a la distance, eh bien, on a un lieu différent, donc ça questionne aussi la pratique de la philo. En tout cas, voilà, il y a eu la notion de temps d'espace, la notion de pratique et de fabrication, de construction, la notion de collectif et d'expérimentation et d'outils. Si je retrouve les mots qui sont sortis le plus, c'est ce que j'ai entendu. Alors moi, ce que je vous propose, c'est partir déjà de l'étymologie. Hein. Je ne me refais pas, hein, je suis prof de philo, donc j'adore l'étymologie. Et donc,
Le mot atelier, ça vient de astelier, l'ancien français, tas de bois, chantier. Alors, ça vous fait sans doute penser à la citation de Canguilhem, hein, qui dit que la philosophie n'est pas un temple, mais un chantier. Donc, il y a aussi cette notion de fabrication, hein, dans la notion de chantier, de façonnage, de construction. De hasteler aussi, éclat de bois. C'est intéressant aussi dans l'idée qu'on peut se faire aussi de ce qui se passe dans un atelier. Et puis, donc, qui vient aussi de planchette. Alors, plus la définition standard, hein, c'est en gros, c'est un lieu. Donc, effectivement, il y a cette notion de lieu dont vous avez parlé, où s'exécutent des travaux manuels, où se pratiquent des activités manuelles d'art ou de loisirs. Et par extension, c'est un lieu où s'élabore une œuvre en commun. Donc là, il y a vraiment des choses que vous avez dites qu'on retrouve ici. Mais alors, ça pose quand même une question. Parce que mettre atelier et philo ensemble, est-ce que ça va de soi? Est-ce que c'est si évident que ça? Déjà, il y a la notion de fabrication qui renvoie en grec, hein, on a deux types de façons de parler de l'activité. On a soit la praxis, hein, qui renvoie à une pratique, soit la poiesis, qui renvoie plus à quelque chose qui fabrique quelque chose. Donc, il y a un résultat extérieur à l'activité. Typiquement, le cordonnier fabrique des chaussures et donc il y a un résultat extérieur, hein, il y a une chaussure, alors que la pratique du chant ou la pratique comme la politique par exemple, ne crée pas un objet extérieur à elle, et la philosophie non plus apparemment ne crée pas d'objet extérieur à elle. Hein. C'est une fin en soi finalement. Donc déjà, ça pose la question, parce que si on parle d'un atelier et qu'on parle de fabrication, de construction, de produits, est-ce que c'est vraiment un atelier qui convient à la philo, ou est-ce que c'est pas autre chose? De même, ça renvoie à la notion de savoir-faire, d'outils, de gestes, d'habileté, comme vous l'avez dit. Hein. Mais ça, alors ça, on le trouve très présent dans la philo avec et pour les enfants, mais c'est loin d'être si évident dans la philo en général et dans l'enseignement de la philosophie au lycée, puisque, par exemple, pendant très longtemps, l'institution a eu des difficultés à parler de compétences ou de gestes, parle plus de capacité, mais isoler des éléments de pensée qui pourraient être travaillés, être exercés, il y avait toujours le soupçon d'une dérive techniciste. Hein. Donc voilà, de faire du philosophe un artiste ou un artisan, voire un ouvrier, ça renvoie aussi à la position un peu traditionnelle entre le manuel et l'intellectuel, hein, qui était présente notamment chez les Grecs. Donc voilà, ça pose question. Alors, au sein des nouvelles pratiques philosophiques, un atelier philo, ça peut prendre différentes formes, dispositifs, activités. Mais on pourrait se mettre d'accord sur le fait que le paradigme organisateur, le levier principal, c'est le dialogue. D'ailleurs, hein, vous l'avez dit. Hein. Alors, ça peut être aussi, il peut y avoir un moment de pratique solitaire, mais globalement, c'est collectif. Et le levier principal, c'est le dialogue. Alors, je vous propose aussi une définition qui a été proposée par Jean-Denis Host, qui est à la page Facebook Philon. Je pense que vous le connaissez, parce qu'il propose très souvent des outils très intéressants, puis son site est vraiment chouette. Il donne comme définition de l'atelier une activité limitée dans le temps qui a pour but l'émergence de gestes, de réactions, d'habiletés de pensée au cours d'une expérience clôturée. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion d'émergence et puis aussi de clôture. C'est-à-dire qu'en fait, l'atelier, il a une fin en soi. C'est-à-dire qu'il ne sert pas forcément à autre chose. Et donc, par exemple, pour l'enseignement de la philo au lycée, toute la question, ça va être de se dire comment insérer cet atelier au sein d'une séquence d'enseignement. Parce que, on va en parler après, mais évidemment, les contraintes de temps, le fait qu'il y a un programme, par exemple, à boucler, pose toujours la question de savoir est-ce qu'on peut faire des activités en plus, vous voyez, qui auraient une fin en elles-mêmes, hein, qui seraient très intéressantes, mais en même temps qui ne serviraient pas au cours proprement dit. Donc là, tout l'enjeu, c'est ça. Donc un atelier, il peut avoir une existence, il peut être autosuffisant. Hein, par exemple, on peut très bien faire un one-shot, par exemple, en médiathèque avec des enfants, c'est possible, en centre de loisirs, mais on peut aussi réfléchir à son intégration au sein d'une séquence d'enseignement. Et c'est tout ça que je vais essayer de vous montrer ensuite dans le reste de ma présentation. Alors, finalement, la question que je vous posais, c'était pourquoi des ateliers en terminale? Et là, je vais faire un peu le contre-pied, je vais dire à quoi bon? Est-ce qu'on a besoin de rajouter ça en plus? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment légitime de faire des ateliers philo dans l'enseignement de la philosophie en terminale? Alors,
On pourrait d'abord alléguer des raisons matérielles en disant on manque déjà de temps, hein, le programme est trop lourd, l'effectif de la classe est trop important, hein, on tourne à plus de 30 élèves en général, donc moi j'ai certaines classes qui arrivent à 40, donc forcément faire un atelier, ça peut être plus compliqué que faire un cours magistral en autobus où finalement je parle et les élèves notent. Et puis, on peut aussi se poser la question des locaux. Hein. Ce n'est pas toujours facile de trouver des locaux appropriés aux ateliers philo. Et donc, ça devient tout de suite très contraignant de devoir, finalement, au quotidien, changer de salle, trouver la bonne salle, etc. Donc, ça rajouterait beaucoup de contraintes aux professeurs et donc, ce serait un peu du luxe, on va dire. Donc là, à quoi bon? On pourrait aussi invoquer des raisons institutionnelles. Finalement, ce n'est pas dans les prescriptions. Si on lit le bulletin officiel, il n'y a nulle part mention d'atelier. Il y a tout au plus 2 fois une occurrence du mot oral ou exercices oraux, mais c'est vraiment tout caché et on nous dit bien que les exercices canoniques et ceux qui font vraiment philosopher, c'est la dissertation et c'est l'explication de texte. Donc là, l'oral, on en reparlera après, mais a une place mineure en fait dans les recommandations et dans le bulletin officiel. De plus, il y a aussi des épreuves écrites, donc pour le baccalauréat. Donc là, faire des activités qui privilégient le dialogue et qui privilégient l'oral, ça peut sembler superflu alors que l'évaluation sera écrite. Et puis enfin, il y a aussi la question de la formation. À quoi bon pratiquer quelque chose pour lequel on n'est pas formé? Puisque si on regarde le PAF, alors maintenant c'est le PRAF que ça s'appelle, hein, mais le plan académique de formation, eh bien, on se rend, à l'échelle nationale, hein, j'ai étudié ça pour ma thèse, eh bien, on se rend compte que la place de l'oral est mineure dans la formation continue des professeurs, puisque même si il y a 11% des formations qui portent sur l'oral, en vérité, si on enlève toutes les formations qui concernent des commandes institutionnelles, hein, par exemple le grand oral, hein, qu'on a avec la réforme, eh bien, on arrive finalement à très peu d'oral qui viserait simplement, qui serait vecteur d'apprentissage et qui serait l'oral pour apprendre à philosopher, et c'est tout, pas pour une épreuve particulière. Hein, si on enlève justement la part qui est justement pour le grand oral, on arrive à 1,6% des formations du PRAF, hein, donc la formation continue des professeurs, qui portent sur l'oral. Ça ne fait pas beaucoup. D'autant plus que cette répartition des formations, elle est très inégale. Hein. Vous avez des académies qui, elles, mettent un point d'honneur à proposer des formations qui portent sur l'oral. Hein. Par exemple, on a Nantes, on a Rennes, il me semble, on a Versailles, mais d'autres n'en proposent pas du tout. Hein. Donc, il y a quand même 13 académies sur 33 qui ne proposent aucune formation philo touchant l'oral, que ce soit même pour le grand oral, qui là normalement est une commande, et puis pour la pratique en général. Hein. Donc il y a 3 académies qui proposent une formation pour les ateliers philo en lycée pro, qui est une nouveauté de 2021. Et puis il y a une seule académie, Rennes, qui propose une formation aux ateliers philo à l'école. Ça c'est un indicateur aussi, puisque ça veut dire qu'on n'estime pas ça important de former les professeurs de philosophie du lycée à la pratique de la philo avec les enfants et pour les enfants dans les plus petites classes. Ça nous renseigne quand même sur les intentions de l'institution. Troisième raison, les raisons sociologiques, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'habitus du corps des professeurs, plus habitué à un cours qui serait une leçon, hein, comme celle qu'on passe à l'agrégation. Donc, c'est une dissertation rédigée, en gros, hein, écrite, qui est un cours qui serait créé et rédigé par le maître, ce serait son œuvre, et donc un cours magistral, magistral ça vient de maître, et puis qui serait professé ex cathedra, puisque finalement il serait balisé à l'avance. Et ici, toute intervention, toute question des élèves, finalement, c'est vécu comme une rupture dans le déroulé logique et fluide du cours. Et finalement, il y aurait cette idée que le cours magistral, on peut l'assimiler parce qu'avec une certaine écoute, eh bien, on va être imprégné par imitation, on va réussir à se calquer sur le raisonnement du professeur. Alors, il y a parfois des versions plus cours dialogués hein, que magistral ou magistral dialogué, on entend parfois aussi. On n'est pas
un paradoxe près. Mais on voit qu'en fait, que ce soit magistral ou dialogué ou magistral monologué, ça ne change pas grand-chose, puisque dans les deux cas, finalement, les questions posées par les élèves ne sont que des prétextes à l'avancement d'un cours déjà bouclé. Et donc, finalement, comme le montre Michel Fabre dans Éduquer pour un monde problématique, La carte et la boussole, vraiment un ouvrage vraiment très intéressant, qui est sur la question de la problématisation au sein du cours. Il montre finalement le problème, non seulement motivationnel, pédagogique, hein, finalement c'est moins motivant quand je ne suis pas active dans le cours, moi élève, mais c'est non seulement un problème motivationnel, mais c'est aussi un problème épistémologique, c'est-à-dire que croire que le savoir serait propositionnel et qu'il suffirait de le transmettre comme cela pour qu'il soit assimilé, bah, c'est oublier que en fait, apprendre, c'est aussi reconstruire le savoir et le remodeler, le faire sien. Alors ça, c'est vraiment une chose importante. Donc finalement, même s'il a des allures dialogiques, le cours magistral, dès lors que c'est un cours qui est balisé, qui est écrit à l'avance, eh bien, le dialogue va ressembler plutôt à soit un pêcheur affilé, vous voyez, celui qui pose des questions et cherche des réponses précises au contenu qui est déjà déterminé. Les questions ou les réponses qui ne vont pas aller dans le sens du cours prévu, ben, finalement, elles vont être mises de côté. Et donc, ça pose un vrai souci, non seulement pédagogique, mais aussi épistémologique. Et puis enfin, on pourrait se demander, finalement, s'il n'y a pas aussi une vraie question au sens où, autre particularité de l'enseignement de la philosophie en terminale, c'est qu'il y a cette idée qu'il n'y aurait pas de progressivité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses à apprendre progressivement au fur et à mesure. Hein. Les élèves de terminale arrivent comme de grands débutants, hein, sauf s'ils ont eu la chance de pratiquer la philosophie auparavant, soit dans la cité, soit parce qu'il y aurait des expérimentations particulières au primaire. Mais ils arrivent comme de grands débutants, c'est ce que dit le bulletin officiel. Hein, et finalement, ils doivent rentrer directement dans l'enseignement de la philosophie, sans progressivité. C'est une liste de notions, donc elles sont... on ne considère pas qu'il y a un ordre à suivre pour apprendre. De même, la liste des auteurs. Hein. On a une liste d'auteurs qui fait qu'il n'y en aurait pas un qui serait plus formateur qu'un autre ou pas un texte qui serait plus formateur qu'un autre. Donc, ça pose quand même des sérieuses questions pédagogiques puisque finalement, on s'intéresse plus au contenu qu'on va transmettre plutôt qu'à ce qui se passe dans l'élève finalement quand il reçoit ce contenu. Alors, je termine sur les raisons qui pourraient finalement nous faire douter de l'introduction des ateliers en terminale. Ben, ce serait peut-être des raisons philosophiques après tout. C'est peut-être pas l'enseignement de la philosophie qui est réfractaire, mais c'est peut-être la philosophie elle-même. Peut-être que la philosophie, elle ne peut se penser que véritablement écrite, ou alors, si elle est orale, ben, ce serait pour les enfants, ce serait pour le peuple, les cafés philo, hein, ou ce serait finalement pour quelque chose qui ne serait pas universitaire ou qui ne serait pas académique. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui est défendu notamment par certains philosophes hein, qui mettent le primat de l'écrit sur l'oral. On a par exemple Deleuze qui, dans Qu'est-ce que la philosophie, dit ceci: tout philosophe s'enfuit quand il entend la phrase « on va discuter un peu ». La philosophie a horreur des discussions. Elle a toujours autre chose à faire. Le débat lui est insupportable, non pas parce qu'elle est trop sûre d'elle, au contraire, ce sont ces incertitudes qui l'entraînent dans d'autres voies plus solitaires. Alors, vous voyez, c'est quand même assez incroyable cette phrase-là. C'est-à-dire qu'il va littéralement à l'encontre des nouvelles pratiques philosophiques. Alors là, il ne pense pas aux nouvelles pratiques philosophiques quand il écrit ça, hein, mais c'est cette idée que, bah non, il y a une raison, hein, la philosophie est scriptocentrée, et on voit qu'il dépeint un constat et un diagnostic extrêmement négatif à l'égard de la discussion. Hein. Ce serait le lieu où se manifestent, où se consolident les rapports de force, où il y aurait cette compulsion à s'exprimer, l'insignifiance et le mépris d'autrui, la bagarre, autant d'éléments incompatibles finalement avec la rationalité philosophique. Et donc, finalement, selon ce philosophe, la discussion, ce serait un sous-genre par rapport à la vraie philosophie, tout au mieux, voilà, une initiation, une propédeutique pour les enfants ou pour le peuple. Hein. Mais la vraie
philosophie, elle serait écrite et solitaire. Et pourtant, c'est pas si fou de penser à faire des ateliers philo au lycée, puisque depuis septembre 2021, réjouissons-nous, avant de façon expérimentale, hein, depuis déjà plusieurs années, il y a des ateliers philo en lycée pro, mais on va dire officiellement depuis septembre 2021, eh bien l'institution prévoit la possibilité d'offrir des ateliers philo dans les lycées professionnels, donc finalement dans l'éducation nationale. Alors, je vous ai mis deux extraits du bulletin officiel du 15 avril 2021 qui justement explique les nouvelles modalités de ces ateliers, articulés à des notions, des auteurs et des questionnements appartenant aux traditions de la discipline. L'atelier peut encourager la pratique d'un dialogue construit, mais exclut la simple discussion ou l'échange plus ou moins libre et spontané d'opinions. Il conduit les élèves à savoir prendre de la distance par rapport à leurs opinions, à clarifier des notions fondamentales dont il est fait un usage quotidien et à travailler le langage. Jusque-là, on reconnaît beaucoup de choses qu'on retrouve dans la philo avec et pour les enfants, hein. La notion de dialogue construit qui exclut la simple discussion, hein. Ça c'est quelque chose que tous les formateurs disent, hein. Il faut éviter le café du commerce, ça ne doit pas simplement être un échange d'opinions, il faut justifier ses propositions, et puis il faut surtout interroger ses opinions, hein. Et il faut faire un travail à la fois de sa pensée, mais aussi du langage. Donc là, on retrouve vraiment quelque chose de très, très commun avec la philo, avec et pour les enfants. Ensuite, deuxième extrait, l'enseignement de la philosophie en baccalauréat professionnel vise 3 objectifs principaux. 1, la formation, apprentissage de nouveaux savoirs et savoir-faire, une maturité critique et réflexive, une articulation interdisciplinaire, etc. Donc là, on voit qu'on a cette notion de savoir-faire qui était propre aux ateliers, hein. Par exemple, qu'on n'a pas forcément dans les bulletins officiels du lycée général, hein. L'idée de maturité critique et réflexive, on avait plutôt pensé autonome, mais ça, c'est assez similaire. Deuxième objectif, la socialité et la construction en interaction. Donc là, l'importance du collectif pour la construction d'une pensée éclairée. Stimuler le goût des élèves pour la discussion, l'écoute et l'argumentation. Donc là encore, on est vraiment très en accord avec les nouvelles pratiques philosophiques. Et puis, troisième objectif, la conscience et l'estime qu'ils accordent à eux-mêmes et les uns envers les autres. Encore une fois, ça fait partie aussi des enjeux du vivre ensemble qui sont présents dans les NPP. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette construction de la pensée éclairée dans l'interaction, par le dialogue, ce n'est pas présent dans les bulletins officiels du lycée général et technique. Par exemple, vous avez une recommandation qui date de 1977, où effectivement, à l'époque, on disait que dans la classe, il faut privilégier la collaboration, la coopération, et il ne faut pas hésiter à faire des discussions et des débats. Et puis, ces mêmes recommandations du travail en classe ont été réécrites en 2003, puis en 2011, si je ne me trompe pas, et on a soigneusement retiré coopération, collaboration, dialogue et discussion. Le reste du texte est globalement similaire, hein. On n'a pas trop changé les recommandations en termes de travail sur l'écrit, sur la dissertation, l'explication de texte, etc. Mais on a retiré soigneusement la partie dialogue, la partie discussion et coopération. Donc là, forcément, c'est à la fois réjouissant et étonnant de trouver cela dans le BO pour le lycée pro. Mais en même temps, vu que ça parle d'atelier, eh bien, on peut comprendre pourquoi on le retrouve ici. Donc, est-ce à dire que l'enseignement de la philosophie prend un peu de l'est et lâche un peu prise avec le cours typique, la leçon, ou est-ce que ça veut dire qu'il fait une distinction radicale entre le cours de l'enseignement général et technique et l'atelier, où là, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de baccalauréat. Et donc là, on pourrait un peu plus faire ce qu'on veut et être moins… mais en même temps, ce serait une sous-philosophie. Bah, ça, ce serait intéressant d'interroger les inspecteurs là-dessus, puis de savoir finalement qu'est-ce qu'ils mettent comme conception de la philosophie derrière ces notions d'atelier en lycée pro. Alors, maintenant, je vous montre le bulletin officiel de l'enseignement de la philosophie en terminale, donc générale et technique cette fois-ci, hein, et c'est surtout pour vous montrer
la notion de jugement critique que vous avez sur la gauche, qui est articulée avec le fait d'acquérir une culture philosophique initiale. Alors là, je vais passer à un second plan qui va essayer de justifier pourquoi ce serait important de faire des ateliers en lycée pro, pas en lycée pro, des ateliers en cours de philosophie, donc en général et en technique. Alors, comme vous le voyez, l'enseignement de la philosophie se donne comme but de former le jugement critique des élèves. La philo cantonnée à l'année terminale, et puis depuis la réforme, accessible aussi à ceux qui prennent la spécialité HLP en première. Donc l'enseignement ne peut être qu'une initiation à destination des grands débutants et n'a pas à faire du lycéen un érudit, hein, mais elle a à former son jugement. Donc par ailleurs, la philosophie, par sa puissance de subsomption, elle permet de penser de manière critique les autres disciplines, de réfléchir sur les savoirs des autres matières. C'est d'ailleurs pour ça, c'est une des raisons pour laquelle on a longtemps dit qu'il fallait cantonner la philosophie à l'année de terminale, donc vraiment comme couronnement des études secondaires, parce qu'il fallait au préalable avoir appris tout un tas de choses en histoire, en langue, en français, en maths, en sciences, etc., pour pouvoir ensuite justement réfléchir ces savoirs présents dans les autres matières. Alors, traiter une question philosophique, évidemment, c'est faire appel pratiquement de manière inévitable à des connaissances, à des savoirs de différents ordres, hein, mais on se trouve aussi dans d'autres disciplines, hein, par exemple en EMI, en EMC, en histoire géo, on a aussi ce souci de tenir compte des autres disciplines. Cependant, le cours de philosophie, ça semble être le moment privilégié dans le cursus des élèves pour travailler le rapport épistémique des élèves au savoir et au langage. Par exemple, on va questionner donc qu'est-ce que c'est que savoir, qu'est-ce que c'est que croire, finalement, quelle est la différence entre ce qui peut être démontré ou pas démontré, ça c'est pour tout ce qui est rapport au savoir, mais aussi donc rapport au langage. On va évaluer les mots ordinaires, finalement, quand je dis juste, quand je dis amour, et qu'est-ce que ça veut dire? On peut l'utiliser dans plein de contextes différents. On va aussi avoir un souci particulier à la logique. Et donc, finalement, on peut, dans ce sens-là, comprendre pourquoi la philosophie serait à même de travailler, de former le jugement à partir et sur les savoirs et savoir-faire acquis au cours de la scolarité. Alors, d'autant plus que la formation du jugement ici, elle s'accompagne d'un renversement de ce à quoi peut être habitué l'élève. Par exemple, l'enseignement ne donne pas la bonne réponse, hein, plutôt que de répondre immédiatement, il interroge la question. Et donc, ce renversement, il mérite d'être pris en compte et ménagé par les professeurs si on veut que l'élève saisisse le nouveau contrat didactique qu'on lui propose et il s'engage réellement dans la formation de son jugement. Et c'est justement ce nouveau contrat didactique qui, à mon avis, n'est pas suffisamment ménagé et que les ateliers permettent de travailler, permettent aux élèves d'en prendre conscience, finalement, de ce qu'on fait avec le langage et avec la pensée en philosophie. Alors, vous pouvez voir, comme je vous ai dit, hein, la petite flèche sur la gauche qui dit que la formation du jugement critique, elle est substantiellement unie, elle est étroitement liée à une autre finalité, à savoir instruire, acquérir une culture philosophique initiale. Et donc là, il y a plusieurs questions qui se posent. Quelle est la nature de ce lien entre la culture philosophique, donc les textes des auteurs, les notions, et le jugement? Qu'est-ce qui permet ce lien entre les deux? Finalement, on voit bien qu'il y a une tension qui émerge de ça, puisque à la fois, il faut transmettre un savoir, il faut questionner ce savoir, il peut y avoir effectivement quelque chose d'assez difficile pour l'élève à comprendre, un certain malentendu entre le moment de l'instruction et le moment du réinvestissement personnel et de la critique, finalement, hein. Donc ça, par exemple, c'est aussi une spécificité de l'enseignement de la philo au lycée, c'est qu'il y a véritablement une volonté assumée de transmettre des connaissances, contrairement à la philosophie avec et pour les enfants, qui ne se donne pas ça comme objectif premier, voire certains pas du tout. Alors, c'est la question ici du rapport des élèves et des professeurs au savoir qui est en jeu, et qui se trouve cristallisé dans les difficultés que les élèves rencontrent dans l'exercice de la dissertation. La dissertation, comme je vous le mets là juste en bas, hein, c'est pour l'institution ce par quoi on exerce et on mesure le jugement des élèves, hein, notamment au baccalauréat, mais aussi au cours de l'année. Alors,
On voit bien que ça pose un problème aux élèves, puisque notamment au baccalauréat, hein, on est souvent amené à corriger des copies qui sont souvent des doxographies, hein, parce que ça va être soit une succession de thèses d'auteurs, un catalogue de références, soit un empilement d'opinions qui sont présentées comme équivalentes. Donc on passe du dogmatisme, hein, ce serait vrai parce que Platon l'a dit, ce serait vrai parce que Aristote l'a dit, etc., à du pur relativisme ou de l'opinion qui n'est pas interrogée. Donc finalement, le constat derrière tout ça, c'est est-ce que les élèves arrivent vraiment à exercer leur jugement et est-ce que la philosophie, l'enseignement de la philosophie au lycée, forme véritablement le jugement des élèves. Alors, on peut finalement émettre plusieurs hypothèses hein, à cette difficulté des élèves à exercer leur jugement. Ça peut être parce que ça peut être, la responsabilité peut être due à l'élève, hein, parce qu'il y a une baisse du niveau de la langue. Alors, ça peut être aussi la responsabilité des cours qui ont précédé la philosophie. Hein. C'est toujours plus facile de dire que c'est la faute de ceux qui ont précédé. Et puis, ça peut être aussi, et ça, c'est ce que je vais essayer de voir avec vous, peut-être parce que le cours de philosophie tel qu'il est, comment dire, professé là de façon la plus classique, traditionnelle, n'est peut-être pas la plus propice à la formation du jugement des élèves. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon jugement? Alors là, je voulais vous montrer un extrait du texte de Matthew Lipman que je trouve vraiment intéressant, qui explique bien ce que c'est que le jugement et en quoi justement c'est si important de former le jugement des élèves et de les exercer. Et à quel point aussi c'est quelque chose qu'on retrouve après dans tout un tas de disciplines et de domaines différents. Alors, je vous lis cette citation. Premier extrait. Partout où les connaissances et l'expérience ne sont pas simplement possédées mais appliquées à la pratique, nous sommes susceptibles de voir des exemples clairs de jugement. Les architectes, les avocats et les médecins sont des professionnels dont le travail implique constamment de porter des jugements. Il en va de même pour les compositeurs, les peintres et les poètes. Il en va de même pour les enseignants, les agriculteurs et les physiciens théoriciens. Tous sont amenés à porter des jugements dans le cadre de leur profession et de leur vie. Deuxième citation, il est tout aussi important que les élèves exercent un bon jugement. C'est le bon jugement qui caractérise la bonne interprétation d'un texte écrit, la composition équilibrée et cohérente, la compréhension lucide de ce que nous écoutons et l'argumentation persuasive. C'est le bon jugement qui nous permet de peser et de saisir ce qu'une déclaration ou un passage affirme, suppose, implique ou suggère. Et ce bon jugement ne peut être opérant que s'il repose sur des capacités de raisonnement efficaces qui peuvent assurer la compétence en matière d'inférence, ainsi que la compétence en matière de recherche, de formation de concepts et de communication et de traduction. Je m'arrête là. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, le jugement, c'est à la fois le moyen et la fin. C'est-à-dire que c'est à la fois ce qui me permet de mieux apprendre, de rentrer dans les apprentissages, hein, comme dit l'extrait, finalement, j'arrive à mieux comprendre un texte, j'arrive à mieux comprendre ce qu'on me dit, j'arrive à mieux juger ce qu'on me dit, j'arrive à mieux moi-même juger comment il faut que j'argumente. Donc, c'est vraiment une compétence qui est un moyen pour mieux apprendre, mais c'est aussi la fin de l'apprentissage, puisque c'est cette compétence à la fois linguistique, cognitive et sociale qui est la finalité finalement de toute éducation, et en particulier par le jugement affectif, donc de celui de la philosophie. Alors, quel type de pédagogie favorise la formation du jugement? Alors, les pratiques susceptibles de favoriser la formation du jugement, ce sont celles qui travaillent les capacités de raisonnement et d'argumentation, qui cultivent par le dialogue entre pairs un rapport au savoir qui reconnaît les élèves comme des sujets réfléchissants, comme des interlocuteurs valables. Alors, le dialogue ici, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est un levier central pour former le jugement? Parce que le dialogue permet de s'approprier les savoirs en première personne. Il permet d'entendre et de prendre en compte les avis des autres. Il force la clarté si on n'a pas compris. Et il y a des retours immédiats, que ce soit du professeur ou des pairs. Il permet notamment d'éviter un rapport absolutiste et multipliste. Donc, ça, c'est un autre terme pour dire dogmatique et relativiste. Et il incite à un rapport faillibiliste, évaluatiste du savoir. Et puis, en dernière chose, le dialogue, il permet aussi d'externaliser les processus et de saisir sur le vif
par l'interaction verbale et sociale, ce que finalement la construction de l'argumentation de l'élève. Plutôt que de lire par exemple une copie et de me dire pourquoi il dit ça, pourquoi il a voulu, qu'est-ce qui l'a amené à affirmer cela, il y a finalement dans le dialogue, on peut tout de suite intervenir, lui demander des précisions, de la clarté et comprendre davantage finalement le cheminement de sa pensée. Alors, donc la question que je vous pose, c'est finalement la question de savoir si l'enseignement de la philosophie, est-ce qu'il peut viser des objectifs d'apprentissage, donc le jugement, la formation du jugement critique, hein, par des moyens contraires, qui seraient le cours magistral, qui serait l'exercice solitaire, et qui serait quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'enquête, comme vous avez ici. Eh bien, ça pose de sérieuses questions et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a tout intérêt à introduire davantage d'ateliers de philosophie en cours de lycée, voire à peut-être penser même une nouvelle pédagogie plus proche de l'atelier et de la philosophie avec et pour les enfants que ce n'est le cas aujourd'hui. Alors, là, les quelques éléments qui incitent à poser les jalons d'une pédagogie qui forme le jugement critique, ils se basent sur des recherches scientifiques qui ne me portent pas forcément sur la philosophie des enfants, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que ces recherches qui réfléchissent à la meilleure manière de former la pensée critique et le jugement, eh bien, elles en arrivent aux mêmes conclusions que les paradigmes, que les piliers de la philosophie avec les enfants. Je vous ai mis ici ce qu'Edith Schroeter appelle l'ADN de la philosophie avec les enfants. On trouve ça à la fois dans son ouvrage Atelier de philosophie à partir d'albums et autres fictions, et puis dans un chapitre qu'elle a écrit dans l'ouvrage qui vient juste de sortir, La philosophie avec les enfants, un paradigme pour l'émancipation, la reconnaissance et la résonance. Alors, elle met en évidence 5 formes de pédagogie. Une pédagogie de l'enquête, ça c'est ce que les recherches nous mettaient en évidence juste avant. Une pédagogie du sens, une pédagogie de l'intelligence collective, une pédagogie critique des valeurs et une pédagogie de la lenteur. Et Dieu sait si on a besoin de lenteur pour éduquer et puis qu'on en a vraiment besoin à l'école. Hein. Alors du coup, ce que prône Edwige, c'est quelque chose qui, idéalement, pourrait et devrait porter sur toute l'école. Et bien, du coup, moi, ça me semble pertinent de commencer par les cours de philosophie eux-mêmes, d'adopter ces 5 formes de pédagogie qu'Edith Schroeter met en évidence. Alors, comment on peut procéder? J'ai isolé quelques grosses thématiques qui me semblent cruciales pour savoir comment faire des ateliers de philo en terminale, sur quoi on doit être vigilant, sur quoi on doit porter notre attention en tant que professeur, et à la fois dans sa propre pratique, dans sa propre posture, mais aussi chez l'élève. Alors déjà, ce que nous apprend la philosophie pour enfants et avec les enfants, c'est qu'il faut adopter un changement de posture. Alors, cette notion de posture, on le trouve notamment beaucoup étudié dans les travaux de Dominique Bucheton, qui montre que chez l'élève et chez le professeur, il y a différents types de postures, c'est-à-dire finalement de façon d'entrer dans l'activité et de gérer cette activité-là. Alors, nous, évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est la posture de refus, mais aussi la posture scolaire qui se contenterait de faire la tâche qu'on nous donne, mais sans forcément voir ce qu'il y a au-delà de la tâche qui est demandée et qu'il s'agit d'opérer. De même, chez le professeur, eh bien, ce qu'on trouve le plus souvent dans l'enseignement de la philosophie en terminale, c'est souvent une posture de contrôle et une posture d'enseignement, de surétayage ou de contre-étayage, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on va poser une question, mais on va ne pas attendre suffisamment que les élèves réfléchissent parce qu'on veut avancer dans le cours qu'on a balisé au préalable. Et donc, peut-être qu'en prenant une posture d'accompagnement, de lâcher prise, eh bien, on réussirait à davantage permettre une pédagogie qui serait plus celle de l'atelier que celle de l'enseignement classique. Ce qu'on peut voir aussi comme autre thématique très importante, c'est la notion de rapport au savoir et au langage et de secondarisation. Alors,
quelques points peut-être terminologiques sur la notion de rapport au savoir et de rapport au langage et la secondarisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Mathieu Gagnon, dans le webinaire du mois de septembre, a pas mal parlé des rapports au savoir. Donc, je fais juste très brièvement un petit rappel de ce que c'est. Mais il en parle bien mieux que moi. Et donc, c'est quoi les rapports au savoir? C'est un ensemble d'attentes, de jugements sur l'importance du savoir, donc sur la manière d'apprendre et sur ses propres capacités qui constituent le rapport au savoir. Donc, c'est un ensemble de relations que le sujet il entretient avec tout ce qui relève de l'apprendre et du savoir. Et ce rapport, il peut être de différentes natures. Il peut être un rapport identitaire, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que ça mobilise comme image de soi dans le rapport. Ça peut être finalement comment je me représente ce savoir pour mon métier futur. Donc ça, c'est toujours identitaire. Ça peut être aussi un rapport social au savoir, un rapport épistémique. Voilà, il y a toute une série de différents types de rapports au savoir. Mais ici, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le rapport épistémique au savoir. Vous allez voir pourquoi. Pour ce qui est du processus de secondarisation, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très bien théorisé par Elisabeth Bautier, Rochex et Patrick Rayoux, puisqu'ils ont montré dans leurs travaux sociologiques que souvent, ce qui explique les difficultés, les inégalités scolaires, c'est que les élèves s'attachent souvent à la tâche qu'ils ont à résoudre, plus qu'à ce que ça signifie en tant qu'apprentissage. Et donc, ils vont avoir le sentiment une fois qu'ils ont fait la tâche qu'on leur demande, finalement, qu'ils ont fait leur métier d'élève, mais pas forcément prendre conscience de tout ce que ça implique. Par exemple, ils ne vont pas forcément voir qu'il faut aussi décontextualiser la connaissance, la généraliser et construire ce savoir-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le processus de secondarisation. Je donne un exemple pour que ce soit plus simple. Il y a quelques jours, sur un groupe Facebook consacré, donc réservé aux professeurs de philosophie au lycée, on a un collègue qui a mentionné la difficulté qu'il avait en classe avec une élève qu'il jugeait trop scolaire. Alors, ça veut dire quoi trop scolaire? Pour lui, ça voulait dire que finalement, elle se contentait de réciter le cours, mais elle ne tenait pas compte que la question qu'on lui posait, elle était différente. Donc, j'ai appris un cours sur le bonheur avec un tel type de dissertation, et puis on me pose une autre question sur le bonheur, mais en fait, je vais simplement copier-coller finalement ce que j'ai appris dans mon cours avec cette nouvelle question. Donc, sans finalement avoir pris conscience que apprendre ici en philosophie, ce n'est pas simplement mémoriser et puis finalement restituer littéralement ce qu'on a appris, mais bien retravailler le contenu. Et donc, pour cela, il faut savoir secondariser. C'est-à-dire, il faut savoir repérer dans le cours ce qui est de l'ordre de ce que je peux apprendre par cœur et puis ce qui est de l'ordre des moments du cours, le moment de conceptualisation, le moment de problématisation, ça va être transférable, mais aussi adaptable selon les sujets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre assez souvent en classe de philosophie et qui pose problème véritablement d'un point de vue pédagogique parce qu'on se demande bien comment on peut faire comprendre à l'élève qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre par cœur en philosophie, mais bien de juger et donc de savoir avoir un rapport au savoir et au cours secondaire, en fait, pas simplement primaire et immédiat. Alors, je vois que le temps passe très très vite. Je vais peut-être avancer un petit peu. N'hésitez pas à me poser des questions, faire un retour dessus tout à l'heure. Je vais avancer un petit peu. Dernier thème important pour la question théorique, de savoir si c'est pertinent ou pas de faire des ateliers philo au lycée, la notion de métadiscursivité et de métacognition. Et donc l'idée qu'il faut apprendre à maîtriser les outils de la pensée et du langage. Donc, vous voyez, cette notion d'outil dont vous m'avez parlé au tout début pour définir l'atelier, elle se retrouve ici. Alors, c'est quoi la métacognition? En général, la métacognition, on le définit comme la cognition sur la cognition, ou autrement dit, la pensée sur ses propres pensées. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'être capable à la fois d'avoir conscience de ce qu'on fait quand on pense, d'être capable d'observer chez soi et chez les autres, mais aussi de réguler, c'est-à-dire finalement de pouvoir contrôler, de gérer à quel moment on veut faire ceci ou on veut faire cela, et finalement qu'est-ce qui serait plus pertinent, de juger ce qui serait plus pertinent de faire à tel ou tel moment. Même chose pour la métadiscursivité,
c'est, je dirais, le parallèle de la métacognition. Ici, c'est être capable, grâce au discours, c'est la marque de la réflexivité dans le discours, et donc c'est être capable de montrer ce qu'on sait, ce qu'on fait avec notre langue. Donc par exemple, tiens, ce que je viens de faire là, en disant par exemple, je sais que je vais donner un exemple de métadiscursivité. Quand, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, hein, un élève dit je voudrais formuler une hypothèse, là en fait il est dans le métadiscursif, puisqu'il est en train d'être conscient de ce qu'il fait avec le langage. Le langage permet de penser, il permet de structurer la pensée et pas simplement de communiquer une information. Voilà pour ça. Donc là, vous pouvez voir, il y a 3 documents différents, des choses que je distribue en atelier en classe de lycée. Alors, tout à gauche, c'est une grille que je leur demande de remplir pour préparer l'atelier. Donc, vous voyez, je donne une question et je leur demande de trouver les sous-questions, le présupposé, des exemples et contre-exemples, définitions, etc. Pour vraiment qu'ils aient le temps déjà au préalable d'analyser et triturer le sujet et qu'ils se familiarisent en permanence avec ces outils de la pensée. Donc là, on est dans la capacité de connaître, donc c'est, je dirais, les connaissances déclaratives sur les habiletés et les outils de la pensée. Mais ensuite, moi, je veux qu'ils assimilent ça parce que je veux qu'en atelier, ce soit aussi une connaissance procédurale. C'est-à-dire, je veux qu'ils soient capables de, quand je leur dis, est-ce que vous pourriez pas me donner un exemple de plaisir éphémère, qu'ils soient capables de donner un exemple, littéralement, d'avoir compris ce que c'est que donner un exemple. De même que la troisième étape, c'est d'être capable par soi-même de trouver pertinent et de juger, justement, d'exercer son jugement et de savoir qu'il est pertinent à ce moment-là d'utiliser un exemple, de formuler une hypothèse, de faire une objection, de problématiser, etc. etc. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et les outils, comme dans un atelier manuel où on fabriquerait des meubles, eh bien, il faut qu'on les connaisse dès le départ et qu'ensuite, on s'exerce à les maîtriser. Donc, il faut que ce soit présent dans toutes les étapes, finalement, du cours. Il faut que ce soit présent non seulement au moment où on va faire l'atelier, donc où on va mettre, l'espace de la classe dans une configuration particulière, etc., mais aussi présent au moment de l'évaluation, mais aussi présent au moment du bilan à la fin de l'atelier, où là, la phase de métacognition est essentielle. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. C'est peut-être parfois quelque chose qui est oublié, mais toujours penser à faire un bilan à la fin de l'atelier pour justement la secondarisation dont je parlais tout à l'heure, être capable de se dire on n'a pas simplement parlé, mais on a aussi fait des choses en parlant. On a donné des exemples, on a fait des objections, on a fait des distinctions conceptuelles, etc., etc. Donc cette phase de bilan, elle consolide quelque chose qui a pu être travaillé à un autre moment. Et puis, au moment de l'évaluation, par exemple, une dissertation, même à l'écrit, ne pas hésiter à réutiliser ces mêmes outils pour qu'ils voient qu'il y a une véritable continuité entre les différents moments du cours et que ce n'est pas quelque chose qui serait juste une parenthèse, mais que c'est bien quelque chose qui se travaille partout. Et donc, aussi penser une transférabilité. Ce qui est important, c'est évidemment de penser une progressivité, chose que, vous l'avez vu tout à l'heure, n'est pas forcément évidente en 8 mois de cours et puis tel que le programme est présenté, puisqu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de raison de commencer par telle notion ou de commencer par tel concept ou par tel auteur. C'est au choix du professeur de philosophie. Et donc, moi, je pense qu'il peut être très intéressant via les ateliers, grâce aux ateliers, c'est de réintroduire une progressivité. Et donc, de penser en termes de compétences, de penser en termes d'habileté progressive, c'est-à-dire au départ, je vais leur demander simplement de donner des exemples et de poser des questions. Voilà, ça c'est pour commencer. Puis ensuite, complexifier, mais mettre des habiletés qui pourraient sembler un peu plus difficiles. Donc là, j'ai mis 2 extraits, on ne voit pas très bien, mais du livre de Mathieu Gagnon, Pratique du dialogue dans le secondaire, où justement, il a véritablement montré une progressivité des habiletés de pensée en 3 blocs. Et donc, ça permet vraiment de penser comment on peut réfléchir et inventer des exercices, des dispositifs et même des situations d'apprentissage qui vont permettre de travailler ces différentes habiletés. Alors moi, je me suis un peu approprié le truc. Vous voyez, en haut à droite, j'ai essayé de faire la liste non exhaustive de toutes les compétences et habiletés que je voulais que mes élèves travaillent et essayer de les mettre dans une sorte de hiérarchie et de progressivité.
Et ça m'a permis ensuite de créer mon cours. Alors là, j'ai créé mon cours sur un site de Canopé, hein, c'est Canoprof. Et ce qui est génial avec ce site-là, c'est qu'en fait, on peut intégrer nos compétences. Vous voyez en bas à droite, là, où finalement, on peut cliquer les compétences qui viennent travailler dans notre activité, dans notre atelier. Là, par exemple, vous avez le photolangage. Et donc, ça permet vraiment, même que ce soit pour le professeur ou pour les élèves, de rendre visible la progressivité et ce qui est concrètement travaillé dans le cours. Hein, vraiment, ce qui est très important derrière tout ça, c'est de se dire, non pas qu'est-ce que je vais faire en classe, moi, professeur, mais qu'est-ce que je vais leur faire faire et comment je vais leur faire faire et pourquoi. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme, hein, pour le professeur de philosophie, parce que auparavant, il se pensait plutôt comme le centre en fait, du cours, et c'est lui qui transmet de la connaissance, c'est lui qui parle. Or, si on en vient à se demander ce qu'on va leur faire faire, là, on centre sur l'élève, sur l'activité de l'élève, et on se demande ce qu'on veut leur faire travailler concrètement. Alors, dernière question, toujours dans le comment théorique, si je puis dire. Il faut se demander quoi, quand, où et pourquoi. Hein. Donc, comme je disais, l'intention pédagogique ici, elle n'est plus centrée sur l'objet du savoir, qu'est-ce que je vais dire, ni sur le discours du professeur, comment je vais le dire, mais elle est déplacée vers la question, qu'est-ce que je vais leur faire faire et pourquoi. Est-ce que je vais faire émerger un problème? Est-ce que je vais exercer telle ou telle compétence? Est-ce que je veux déplacer une évidence, etc. L'atelier, du coup, il va aussi prendre place à un moment donné, dans une séquence, et il aura un rôle défini. Encore une fois, si on ne veut pas que ce soit juste une parenthèse, comme un moment carnavalesque, quoi. Il y aurait un avant et après, mais le cours reprendrait comme d'habitude avant et après. Si on ne veut pas que ça devienne ça, l'atelier, ce qui est mieux que rien, hein, bien sûr, hein, mais l'idéal, c'est quand même qu'il prenne place dans une séquence et qu'il ait un rôle défini. Alors ça, on peut le mettre au début de la séquence, on peut le mettre au milieu, on peut le mettre à la fin, mais vous voyez bien que ça ne va pas avoir le même rôle. Si on le met au début, par exemple, l'atelier, il peut avoir le rôle justement de faire naître un étonnement sur la diversité des sens d'une notion, la polysémie d'une notion. Par exemple, je peux leur demander, tiens, c'est ce que j'ai fait à propos de la liberté récemment, je leur demande d'écrire un écrit fictif qui commence par « En ce temps-là, les humains étaient libres », et je leur dis de compléter cet écrit fictif. Et donc, là, il va y avoir tout un tas d'écrits très différents, puisqu'ils vont partir dans l'imaginaire. Et à partir de ça, faire justement naître et leur faire prendre conscience de la diversité des sens de la liberté qui sont présentes dans leurs écrits. Donc, non pas leur plaquer mon cours sur la liberté, je leur dis, alors il y a ça comme type de liberté, il y a ça comme liberté, il y a ça comme liberté, mais plutôt qu'ils se rendent compte que ça émerge de leur propre production. Voilà, ça c'est un exemple d'atelier qui serait au début d'une séquence. Au milieu, ça peut être une façon de questionner ce qu'on a vu pour le moment, pour aller vers un moment plus problématique, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, par exemple sur la morale, est-ce que c'est si simple d'être utilitariste? Est-ce qu'on ne peut pas être aussi adopter une morale kantienne, déontologique, par exemple? Eh bien là, ça peut être le rôle de l'atelier de faire naître cette problématique. Ça peut être aussi une façon une sorte aussi de bouffée d'oxygène au milieu du cours, où là, on synthétise ce qu'on a déjà vu, on le mobilise pour pouvoir passer un second temps dans le cours. Enfin, quand on le met à la fin d'une séquence, ça peut être un rôle synthétique, où là, il va y avoir d'autres exigences aussi. Par exemple, il peut y avoir l'exigence d'utiliser ce qu'on a vu en classe davantage, ou par exemple une compétence qu'on aurait travaillée en amont, savoir la remobiliser. Donc ça, c'est très important de penser la place de votre atelier et le rôle qu'il va jouer dans cette séquence. Comme je dis tout à l'heure, il y a aussi un lieu. Donc là, c'est intéressant de se demander dans quelle manière le lieu nous fait philosopher aussi. Est-ce qu'on philosophe pareil dans la cour de récréation que dans la classe, que dans l'espace culturel, que dans la cave? C'était là où je faisais mes ateliers pendant très longtemps. C'était en fait la salle théâtre. C'est mes élèves qui l'appelaient la cave. Ils aimaient beaucoup ça. Mais voilà, forcément, ça change aussi l'apprentissage et puis le moment philosophique qu'on va passer ensemble. Et puis, enfin, la question du matériel que ça nécessite. Mais ça, c'est comme toute démarche pédagogique. Alors, toujours plus, là, on est dans le comment plus pratique. Donc, il peut y avoir tout un tas de supports. Ça, c'est pareil, ça, c'est une nouveauté.
qui m'a frappée quand j'ai commencé la philo pour et avec les enfants. C'est-à-dire que l'importance du support, elle n'était pas aussi cruciale auparavant pour moi quand j'enseignais la philosophie. Parce que le support principal et presque unique, c'était les textes des auteurs. J'avais mon manuel avec une série de textes, et puis finalement, on passait de texte en texte. Et je n'imaginais même pas, bon, à part des œuvres d'art de temps en temps, peut-être, ou des extraits de films, ça je le faisais déjà au départ, mais c'était, je ne pouvais pas imaginer la richesse des supports possibles pour faire des ateliers philo. Donc j'ai mis des textes philosophiques, des articles, des documentaires, des romans, des films ou des extraits vidéo, des expériences de pensée, le photolangage, notamment que François Galichet a très bien exposé dans son livre, que je vais présenter juste après, des écrits fictifs, comme celui que je vous ai présenté tout de suite, mais vous en présenterez un autre tout à l'heure, le jeu, qui peut aussi amener à réfléchir et à philosopher, l'expérience vécue, des sorties au musée ou dans la nature, ça j'aimerais bien tester rapidement, le jeu de rôle, une simple question philosophique, ça peut aussi très bien faire l'affaire, hein, ou même une situation de classe. Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une professeure j'ai assisté à un atelier au colloque de l'ICPIC au mois d'août et j'ai vraiment suivi un atelier très intéressant où la professeure en fait montrait qu'il n'y a pas forcément besoin, mais que les moments de classe sont aussi très riches d'enseignement et très riches pour philosopher. Et donc, elle donnait des exemples de, par exemple, vous arrivez et puis il y a quelque chose qui est écrit au tableau, ou ils sont debout sur les chaises, ou que sais-je encore, ils ont fabriqué un truc bizarre. Et justement, plutôt que d'avoir un moment disciplinaire ou un moment, je ne dis pas qu'il ne faut pas les sanctionner s'il y a besoin, etc. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais plutôt d'avoir un rôle qui serait… Là, je ne suis pas encore en train de faire mon cours de philo. Vous voyez, par exemple, j'arrive et je dis « Bon, assez… » tirer profit et l'opportunité de ces moments de classe qui sont informels, qui sont normalement hors cours, pour faire déjà de la philosophie. Moi, par exemple, je le fais de temps en temps avec des élèves qui arrivent en retard et puis qui me disent, ou alors qui ne me rendent pas de devoir parce qu'ils ne l'ont pas fait ou parce qu'ils disent qu'ils l'ont oublié et qui disent je m'excuse. Alors là, je dis, est-ce que c'est vraiment une excuse? Et donc là, je les invite à questionner sur la différence entre excuser et pardonner, entre comprendre et expliquer, etc. Et donc, finalement, ce qui est vraiment intéressant, et souvent ça leur plaît assez, c'est de voir que même quelque chose de tout assez banal, une simple interaction qui normalement est hors du cours, peut devenir l'occasion de philosopher. Alors, quelques diapos pour vous montrer un petit peu les supports et les ressources que je peux utiliser. Là, vous avez un ensemble de ressources, mais j'en ai encore plein d'autres, hein, mais que je trouve vraiment intéressantes pour pratiquer les ateliers philo en classe de lycée. Alors, vous avez en bas à gauche le manuel de philosophie de terminale que j'utilise et qui a vraiment, là pour le coup, c'est un des rares qui fait mention des activités orales, et notamment du colloque des philosophes ou du procès. Et ça, c'est nouveau hein, dans les manuels de philosophie. Dans les éditions précédentes, dans les réformes précédentes, il n'y avait pas mention d'activité orale dans les manuels de philosophie. À droite, vous avez le cahier de pratique pour l'atelier de philosophie. Alors ça, c'est pareil, il est tout récent et il est à destination des lycées pro. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez le dispositif du colloque. Alors, le colloque des philosophes, c'est quoi? C'est en fait, on distribue des textes de philosophie, de philosophes à des groupes d'élèves sur un même thème, une même question, et en fait, après, on leur demande d'incarner, hein, finalement, ça a le rôle d'enrôlement, hein, ici, d'incarner le philosophe et de défendre sa position sur le sujet. Et donc, c'est vraiment très intéressant aussi comme dispositif. Et là, vous voyez, tout ce cahier, il est articulé autour de ça. Bon, alors évidemment, le livre de Michel Tozzi, Penser par soi-même. Je vous ai mis, là où c'est marqué, Enseigner la philosophie, guide pratique. C'est un guide pratique qui a été créé par l'association des professeurs de philosophie qui s'appelle la CIREF et qui est gratuit sur leur site. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger en PDF. Si vous voulez commander en papier pour une somme modique, c'est possible aussi. mais vous trouverez aussi tout un tas d'activités pratiques concrètes pour faire de la philo avec les lycéens dedans. D'ailleurs, qui peuvent être aussi transposables avec les plus petits. Hein.
Bon, le livre de Mathieu Gagnon, Pratique de dialogue philosophique au secondaire, le livre de François Galichet sur notamment l'approche herméneutique interprétative du philosophé, avec notamment l'importance du photolangage. Le livre de Christophe Point, alors ça c'est vraiment très chouette aussi, je vous le conseille vivement. Vous trouverez plein de choses intéressantes pour changer votre pratique et au moins faire un pas de côté, c'est vraiment, vraiment riche. Et puis le livre du Géffen, hein, Philosopher tous capables, où là aussi vous avez une véritable réflexion sur la pédagogie et sur le changement de posture et de pratique qu'on peut mettre en place en classe de philosophie. Alors, on peut avoir aussi un tas de dispositifs que vous connaissez, donc je vais aller assez vite là-dessus, la communauté de recherche philosophique, d'inspiration de Lippmann, la DVDP, le colloque des philosophes, ça c'est ce dont je vous parlais, vous avez une reproduction en modèle 3D, là juste sur la droite, donc vous voyez les représentants des auteurs se mettent dans le carré central, et puis les observateurs sont tout autour et ils peuvent aussi aider, soutenir leur groupe, en leur donnant des idées, en leur donnant d'autres arguments s'ils n'en trouvent pas. Vous avez le procès et puis vous avez le jigsaw. Alors le jigsaw, c'est puzzle en anglais, et en fait ça consiste à séparer la classe en petits groupes, à leur demander de travailler sur un texte, sur une question, et puis ensuite chaque individu du groupe va se mélanger avec un autre groupe, et donc finalement il représente son groupe. Encore une fois, ça a cette force d'enrôlement pour soutenir cette théorie face au reste du groupe. Alors j'avance un petit peu, si j'ai le temps je vous ferai écouter quelques extraits d'ateliers. Là vous avez par exemple, ce qu'on peut faire aussi, c'est un projet à plus long terme, quelque chose que j'ai fait donc pendant mon master littérature jeunesse, où sur toute l'année en fait on a travaillé sur des dystopies de jeunesse. Là vous avez une série, mais il y en a d'autres aussi, et donc chaque groupe d'élèves avait une dystopie à lire, et il fallait qu'ils travaillent et réfléchir à la portée philosophique de l'œuvre, et voir comment cette dystopie à son tour nous permettait de philosopher. Et donc là il y a eu vraiment pas mal de travail autour de ça. Vous avez eu des constitutions d'affiches où ils expliquaient aux autres la philosophisité du récit, et puis aussi la création de jeux à partir de ces récits. Donc là, il y a vraiment une transposition intéressante, puisque se servir du récit à la fois pour questionner, mais aussi pour créer un jeu qui fait réfléchir. Alors là, je parlais tout à l'heure des expériences de pensée, je vous en ai mis quelques-unes que vous reconnaissez sans doute. Bon, évidemment, l'anneau de Gigès, la caverne de Platon. Vous connaissez peut-être le cerveau dans une cuve de Putnam, que vous avez là sur la gauche. Peut-être que vous connaissez le dilemme du tramway en haut à droite. Peut-être que vous connaissez moins les autres que j'ai mis. Est-ce que par hasard, vous savez à quoi correspond l'image avec les deux bateaux? Tiens, je veux bien que le chat me dise s'il pense avoir trouvé l'expérience de pensée qui est derrière ça. Alors, j'attends voir s'il y a des réponses. Et n'hésitez pas à trouver aussi, par exemple, la photo en noir et blanc qui est juste à côté, à quoi ça fait référence. Alors, Thésée, le bateau de Thésée. Ah, trop fort, ils sont trop forts. Alors, du coup, la photo à côté en noir et blanc, est-ce que vous voyez donc c'est un laboratoire en noir et blanc. Est-ce que ça vous évoque une expérience de pensée? Vous pouvez chercher aussi l'image qui est tout en haut avec les gens qui ont un bandeau sur les yeux. Peut-être que vous allez trouver plus facilement. Vous pouvez zoomer avec le contrôle et la molette de la souris, si vous ne voyez pas bien. Rêve et réalité. Pour le labo en noir et blanc? Oui, apparemment. Alors, je vais donner la réponse. En fait, c'est l'expérience de Marais sur Marie et la chambre en noir et blanc. Parce qu'en fait, c'est une expérience de pensée qui porte sur le fait d'imaginer une scientifique qui serait très, très, très compétente et qui comprendrait tout au fonctionnement de la vision des couleurs. Voilà, qui comprendrait comment l'œil perçoit les couleurs, etc., mais qui vivrait dans un environnement en noir et blanc et qui, elle, ne verrait qu'en noir et blanc. Et si en sortant du labo, eh bien, elle percevait, par exemple, du rouge, est-ce qu'elle aurait une autre connaissance du rouge que celle qu'elle avait scientifique dans son laboratoire? Donc, en fait, ici, c'est l'idée de se demander si la sensation,
si l'expérience sensorielle, c'est aussi une connaissance. Voilà, c'est la chambre de Marie. Et puis celle tout en haut avec les bandeaux, est-ce que quelqu'un a trouvé? Non? Bah, il s'agit du voile d'ignorance Si, de... c'est Céline qui a réagi Ah, juste bien joué, avant. nickel. Donc c'était bien ça, le voile Eh ben, bravo. d'ignorance. Donc là, en gros, c'est s'imaginer ce que serait une société si on ignorait dans quelles conditions on vit. Hein. Donc, c'est son milieu socio-professionnel, si on est héritier ou si on est SDF ou quoi que ce soit. Hein. Finalement, si on ignorait sa position dans la société, quelles seraient les lois qu'on considérait comme justes. Donc voilà, ça c'est tout un tas d'expériences de pensée qu'on peut mettre en place avec les lycéens, mais bien sûr aussi avec les enfants. Hein. Peut-être que celle-là plus complexe, celle du voile d'ignorance, la chambre de Marie, mais pourquoi pas, après tout, ça dépend aussi de la fréquence avec laquelle vous voyez ces enfants. Alors évidemment, on peut aussi travailler à partir de films. Donc vous reconnaissez sans doute 12 hommes en colère en haut à gauche, qui est vraiment très intéressante pour travailler sur la parole et sur la justice. En haut à droite, c'est le dessin d'une élève qui m'avait, lorsqu'on avait travaillé sur La Servante écarlate, que vous connaissez peut-être. Donc voilà, vraiment très intéressant aussi pour questionner finalement le pouvoir, l'excès de loi, la soumission aveugle, etc. Vous reconnaissez le Truman Show en bas à droite, pardon. Sévrance, alors je ne sais pas si vous connaissez cette série qui est de 2022, mais je vous la conseille vivement pour réfléchir sur l'identité, pour réfléchir sur le moi, sur le travail. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis, le film Man to Man, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est vraiment chouette pour questionner tout ce qui est de l'ordre de la culture et de la nature. C'est basé sur des faits réels. Et il s'agit finalement la découverte des pygmées au 19e siècle et tout l'ethnocentrisme dont faisaient preuve les Européens, hein, puisqu'ils mettaient ces individus dans des zoos humains. Et donc, c'est intéressant pour questionner voilà, l'ethnocentrisme versus le relativisme culturel. Là, je vous ai mis un exemple de photolangage que je peux faire autour du corps féminin. Je l'avais proposé à des collègues en journée d'études, mais je compte le faire aussi avec mes élèves. Donc là, pareil, hein, c'est aussi parce que j'ai des lycéens. Il y a peut-être des images qui vous sembleraient peut-être choquantes pour des enfants. Mais avec les lycéens, ça passe tout à fait. Donc là, c'est l'exemple typique du photolangage. Hein. On montre des images et puis on leur demande quelle est l'image qui vous semble le mieux exprimer, représenter ou interroger l'idée de corps féminin. Et donc là, évidemment, l'idée, c'est à la fois d'argumenter, mais aussi de justifier ses propos. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi d'aller un peu plus loin que le simple amorce, finalement, que permet le photolangage. C'est aussi d'aller dans la problématisation. Et là, ce que je leur demande de faire après, c'est de se servir des mots repères, qui sont là, c'est des contenus de savoir, je dirais, importants dans le programme de philosophie au lycée, les mots repères et puis les notions. Hein. Vous avez par exemple ici, bonheur, conscience, devoir, état, inconscient. Et ce que je demande aux élèves, c'est de créer des questions à partir d'une ou plusieurs images qu'ils ont dans le photolangage, à partir de la notion. Donc par exemple, si je prends la notion de conscience et que je prends la notion de corps, et notamment de corps féminin qui était représenté dans le photolangage, je pourrais poser comme question comment la conscience habite-t-elle son corps, le corps est-il la prison de l'âme. Par exemple, sur la notion de devoir, je pourrais dire une femme doit-elle être féminine, le corps est-il porteur de valeur, le corps est-il respectable, peut-on laisser autrui disposer de son corps, etc., etc. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est aussi de se servir du photolangage pour créer de nouvelles questions. Parce qu'on a souvent tendance, en tant que professeur de philosophie, hein, à rester autour des mêmes questions, à ne pas voir forcément toute la richesse et le potentiel d'une notion. Et ça, je trouve que là, pour le coup, le photolangage est très riche. Et se servir d'un outil comme les mots repères ou les listes de notions pour créer des questions, ça aide aussi. Ça, c'est quelque chose qui est notamment conseillé par François Galichet hein, dans son livre. Voilà, alors là, je vous ai mis plein d'autres trucs. Je vous ai mis en haut à droite, vous avez l'exemple de ce que je peux faire aussi, qui est une expérience de l'île déserte, où je leur demande de créer une société littéralement. Hein. Ils atterrissent sur une île
Et donc, ils ont le loisir, toute la liberté de créer une nouvelle société. Faut-il un chef ou pas? Faut-il des lois ou pas? Faut-il une école ou pas? Enfin bref, ils peuvent tout inventer. Donc ça, c'est sur plusieurs semaines, hein, et il y a beaucoup de créativité, comme vous pouvez le voir, mais j'ai eu parfois des films, certains m'ont fait sur Minecraft aussi, donc c'est vraiment, vraiment chouette de voir comment ils aiment aussi être créatifs en philosophie. Les deux images au milieu, donc celle avec les fenêtres et puis celle avec les ombres, ça c'est un atelier que j'ai mené dans mon cours sur l'art. Je leur présentais un texte de Bergson sur l'artiste qui ne colle pas des étiquettes sur les choses, qui voit la réalité nue et sans voile, alors que l'homme lambda, l'humain lambda, eh bien, lui voit les choses, mais avec le voile des conventions. Et en fait, ça ne parlait pas du tout aux élèves. Les élèves me regardaient, ouais, on voit pas où il veut en venir, l'auteur. Bref, vraiment pas convaincus, les élèves. Et là, j'aurais dit, bon, allez, on va tester la thèse de Bergson, on va voir si ça a du sens, ce qu'il nous dit. Donc, je leur ai dit, bon, allez, vous avez une demi-heure, vous allez dehors et vous allez dans le lycée, vous allez où vous voulez, et vous prenez avec votre téléphone portable. C'est l'avantage avec les lycéens, c'est qu'ils ont tous un téléphone portable et donc un appareil photo. Je dis, vous allez essayer de jouer le jeu du texte de Bergson. Vous allez essayer de porter un regard d'artiste sur ce qui vous entoure. C'est-à-dire non plus voir, par exemple, une bouche d'égout comme une bouche d'égout, mais comme un phénomène esthétique devant moi, comme un phénomène matériel. De ne pas voir, je ne sais pas, une flaque d'eau, etc., comme une flaque d'eau, mais comme quelque chose qui se manifeste devant moi de façon matérielle. Et voilà un peu le résultat. Je ne mets qu'un extrait, évidemment, mais de ce que j'ai pu avoir. Et je trouve, par exemple, que les ombres, là, qui créent presque une forme de piano, là, je trouve ça vraiment intéressant. Et là, on peut dire qu'à la fin, les élèves, ils avaient compris finalement le texte de Bergson parce qu'ils l'avaient fait en pratique. Ils l'avaient pratiqué, ils avaient été avec leur corps, avec leurs yeux, avec leurs mains. Et finalement, ça leur paraissait beaucoup moins incongru après cette expérience-là. Là, en haut à gauche, vous avez ce que je fais donc avec les écrits fictifs. Et donc, voilà, je demande aux élèves de créer un écrit fictif. Alors là, c'était en humanité, littérature et philosophie. L'énoncé, c'était ce matin-là, je pris la ferme intention de partir à la recherche de moi-même. Et après, ils peuvent tout inventer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, cet exercice-là nous permet de problématiser la notion de recherche de soi et d'identité. Parce que justement, encore une fois, il y a tellement une richesse et une diversité de propositions d'écrits fictifs que ça nous invite à se dire finalement le soi, est-ce qu'il est aliéné par la société, est-ce qu'il est aliéné par l'éducation, etc., etc. En dessous, je vous ai mis des extraits de jeux que vous connaissez bien, Discute, Dixit. Vous avez en bas à gauche, avec le squelette là, c'est un Cluedo Média Philo que j'ai créé pour introduire la lecture suivie sur Sénèque et les lettres à Lucilius. Je voulais qu'il découvre la vie de Sénèque et du stoïcisme d'une autre manière qu'un cours magistral. J'avais envie qu'il fasse des énigmes, qu'il résolve des énigmes pour en apprendre plus sur le stoïcisme. Et donc, j'ai créé une sorte de Cluedo, savoir qui a tué Sénèque, de quoi est-il mort, etc., en me basant en plus sur des écrits de Tacite, donc un historien. Donc, c'était assez drôle. Et là, encore une fois, une autre façon d'entrer dans l'histoire de la philosophie. Dernière chose pour ce qui est de la philosophie expérimentale, vous voyez, c'est marqué « La philo, c'est trop bien » et à côté, vous avez une sorte de phrase qui ne veut rien dire avec l'enchaînement de lettres. Alors ça, c'est une expérience sociale que je me suis inspirée de la chaîne Fouloscopie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chercheur en comportement des foules. Et la question, en fait, qui est derrière tout ça, c'est a-t-on besoin d'un chef? Une question éminemment philosophique. Et en fait, là, ce que je leur demande de faire, c'est de reconstituer la phrase qu'ils ont sur cette feuille-là. Et pour cela, ils ont des feuilles. Sur chaque feuille, il y a une lettre. Et il faut qu'ils réussissent à faire aussi visuellement, physiquement, la phrase. Donc, en fait, il faut qu'ils montent sur des bancs pour faire une pyramide en se donnant chacun une lettre. Et donc, la question, c'est, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais il faut aller le plus vite possible, me reconstituer cette phrase-là. Donc, forcément, il y a le challenge, la rapidité, etc. Et puis, des chefs se dégagent, qui prennent un peu le contrôle, le lead.
Et en fait, à la deuxième fois, moi, je retire les chefs et je leur dis, bah, on refait l'expérience avec une autre phrase, mais par contre, vous ne participez pas, etc., avec diverses variations. Et en fait, derrière ça, après, je leur demande, à votre avis, qu'est-ce qu'on a travaillé là tout de suite? C'était quoi le but de l'exercice? Donc là, c'est aussi intéressant, une autre façon de poser la question de finalement, a-t-on besoin d'un chef? Voilà, vous avez un exemple de tableau écrit par les élèves sur la question, peut-on être indifférent à l'histoire? Et puis les questions posées en fin d'atelier, les élèves, au bout à la fin donc une fois qu'on avait fait, voilà, donc à la fin de l'atelier, ils avaient dit, bah, en fait, on a envie de continuer la prochaine fois, donc voilà les questions qu'on aimerait bien aborder la prochaine fois. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Donc là, c'est pareil, vous avez un exemple de. Et puis je vais m'arrêter là pour laisser de la place aux questions. Et puis s'il y a du temps, je ferai un peu écouter un ou deux ateliers si vous voulez. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charlie. On regarde du coup si n'hésitez pas du coup à poser vos questions. Alors, il y a Légoni qui nous demandait comment peut-on se procurer le jeu sur le stoïcisme, le Cluedo. Eh ben, je vais vous l'envoyer. C'est un Google Doc. En fait, c'est moi qui l'ai créé, mais je vais tout vous envoyer. Et vous aurez le descriptif pas à pas. Bon, bah super. Quel est le titre ou le film où tout le monde est attablé? Alors, je ne revois Ah, plus lequel c'était. c'est 12 hommes en colère. 12 hommes Ah en oui, 12 colère. hommes en colère, c'est ça, oui. Et ça, c'est vraiment chouette. Et alors, ce qui est génial, c'est que les élèves adorent ce film. Vraiment. Alors au départ, ils râlent, hein, forcément. Oh, c'est en noir et blanc. Oh, c'est un huis clos et tout ça. Mais en fait, et il est tellement, vraiment, c'est un chef-d'œuvre, hein, ce film-là, qu'ils accrochent vraiment. Et pour poser la question de la justice, et par exemple, on a des élèves qui sont assez radicaux, hein, par exemple, sur la question de la peine de mort, hein, qui souvent, souvent les ados sont radicaux. Hein, ça c'est clair, par rapport aux plus petits. Et souvent, hein, c'est un film qui permet vraiment de nuancer, voire de remettre en question cette question de la peine de mort notamment, et puis en règle générale de ce que c'est qu'un jury en fait, hein, et ce que c'est que donner une sentence et comment on juge. Donc c'est vraiment un chouette film. Hein. Et Alexandra qui réagit, waouh, merci beaucoup, je me réjouis d'utiliser les ressources avec les jeunes. Ouais, avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin sur un thème particulier, parce que j'ai montré un centième de tout ce que j'ai. J'en profite là pendant qu'il n'y a pas de questions. Je pense, ça me fait penser aussi à une autre ressource là au niveau jeu cette fois, Ouais. qui du coup, ça fait le lien avec à la fois le jeu et aussi la dystopie que vous utilisiez pour pouvoir amener des discussions avec les élèves. Il y a un jeu qui s'appelle justement qui s'appelle Dystopie. Alors attendez, je vous le mets dans le chat comme ça vous l'aurez tous. Hop, il est là, voilà. Je peux m'enlever mon partage pour mettre avec vous? Oui, sans problème, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Dystopie à la croisée des chemins et en fait, qui propose des scénarios donc, pour amener une discussion et pour amener justement un débat Excellent. entre les joueurs et les participants. Donc, on a à peu près 5 scénarios au départ. Hein. Si j'en prends un, par exemple, voilà la situation de départ. Notre dépendance irrationnelle aux combustibles fossiles a mené à un effondrement écologique. La Terre est devenue un vaste désert, l'eau est devenue la ressource la plus précieuse et l'humanité, au bord du chaos, cherche à la conserver à tout prix. L'oasis que nous occupons est la seule source d'eau que nous connaissons et nous devons tout faire pour la défendre. Et là, on a une situation, chaque jour, de nouveaux arrivants viennent s'abriter dans l'oasis et y chercher de l'eau. Certains craignent la surpopulation et redoutent le moment où il n'y aura plus assez d'eau pour tous. Comment proposez-vous de gérer la situation? Dans quelle mesure où nous ne connaissons pas les limites de ce que l'Oasis peut fournir comme eau chaque jour, etc., etc. Et après, on tire des questions un petit peu. Donc, chacun répond, en fait, propose des solutions qui sont aussi sujettes à discussion. Et ensuite, on va tirer, donc on va voter à chaque fois. Et on va, donc, elles sont sujets à débat, hein, on peut discuter.
Et ensuite, on va tirer à chaque fois plusieurs questions au hasard, qui sont un peu les mêmes pour les 5 scénarios, hein, puisque les situations sont un petit peu similaires Mm. on va dire dans des décors différents, mais du type comment résoudre les problèmes de santé dans la colonie, quel système d'échange ou de commerce mettre en place dans la colonie, bref, par rapport à une situation donnée. Et du coup, ça peut amener aussi des discussions qui peuvent être intéressantes Ah oui, en oui, termes philosophie, morale et politique, enfin éthique et politique, quoi, en et termes de carrément. dilemme. C'est ce que je fais un petit peu dans l'expérience de pensée de l'île déserte, là, là où ils doivent reconstituer toute une société. En fait, la veille de leur passage, de leur présentation de l'île, je leur demande d'aller piocher une péripétie à la vie scolaire. Et la péripétie, bah, c'est ça. Il y a plus d'eau dans le puits, il y a les pirates qui arrivent sur l'île, il y a le chef le médecin qui fait un coup d'état. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs et voir comment ils réagissent finalement à partir de ce qu'ils ont déjà construit comme société, quoi. Il y a aussi un autre truc, ça me fait penser à une expérience que je fais aussi assez souvent, c'est le bunker. J'appelle ça le bunker. Et en fait, bah, c'est un peu pareil, quoi. Il y a une catastrophe nucléaire, il n'y a que 10 bunkers sur Terre. Par chance, il y en a un qui est juste à côté de vous. Et donc, mais seulement, il y a seulement 10 places. Et là, on est une classe de 40. Alors, il va falloir choisir qui rentre dans le bunker. Et alors, le truc que je fais, c'est que je leur distribue, au hasard, hein, des métiers. Et puis, je leur distribue aussi des caractéristiques. Donc, il y en a un qui va être agoraphobe, il y en a un qui va être très, comment dire, plutôt, il adore commander. Enfin, voilà, des caractéristiques personnelles, bonnes ou mauvaises. En fait, ça dépend de la situation, d'ailleurs, hein. Et l'idée, c'est qu'ils vont devoir défendre leur place dans le bunker. Et donc, à chaque fois, il y a un vote collectif pour savoir qui on garde. Alors, ce qui est intéressant, au-delà du jeu, c'est que, en fait, cette expérience-là, je la fais quand j'aborde la question du travail et de l'art. Parce que dans les choix des métiers que j'ai quand même écrit des métiers pas n'importe comment. Je mets des artistes, par exemple. Est-ce que dans un bunker, on prend des artistes? Il y en a certains qui vont dire, bah évidemment, on va rester 5 ans enfermés dans le bunker, on va rien avoir à faire. Et il faut quelqu'un qui vous fasse de la musique, hein, parce que là, il y a d'autres qui vont dire, mais c'est pas du tout nécessaire, il vaut mieux prendre l'électricien, c'est quand même plus important. Enfin, et donc, ça mène vraiment à questionner sur la valeur du travail la valeur qu'on a aussi par rapport à la société, finalement. Parce que, par exemple, quelqu'un un métier qui pourrait être valorisé aujourd'hui, je sais pas, un trader en bourse, voilà, on me dit, waouh, et tout, je sais pas, un bijoutier, bah, dans le bunker, le bijoutier ou le trader en bourse, il sert pas à grand chose, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment drôle et ça, c'est vraiment chouette parce que encore une fois, ça les enrôle et ça les amène à argumenter. En plus, on rit aussi beaucoup, hein. C'est aussi ça qui est important aussi, en fait, c'est d'être capable d'être à la fois dans le travail et à la fois dans la bonne humeur, finalement. Alors, on a aussi Amandine. Est-ce que c'est possible d'avoir plus d'infos sur les postures, notamment celles de magicien? Tout à fait. Ça peut paraître bizarre, hein, cette posture de magicien. Alors, la posture de magicien, je vais vous expliquer ça un petit peu plus. Je suis passée assez vite, hein. Donc, alors, la posture de magicien, c'est en gros, alors d'ailleurs, ça pourrait faire écho à ce qu'on vient de dire, c'est utiliser principalement des gestes théâtraux, des jeux, des récits frappants pour captiver la classe. Donc, en fait, ici, c'est se servir de son charisme un peu en tant que professeur et pour vraiment captiver l'auditoire. Et il y a des profs qui sont très doués pour ça, hein, d'ailleurs, hein. Donc, ces postures-là, elles ne sont pas négatives en soi, hein. Faut pas les considérer comme négatives parce qu'en plus, les profs, ils adoptent les postures aussi en fonction de l'activité, en fonction du moment du cours, etc. Mais on va dire que tant qu'on est magicien, tant qu'on a cette posture-là, c'est encore soi qui a le contrôle. C'est-à-dire c'est encore nous qui gérons le truc. Et là, il n'y a pas d'égalité, en fait, dans cette posture-là. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans l'admiration que certains profs suscitent et cherchent à susciter auprès des élèves, ou cette relation que les élèves peuvent avoir en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai admiré ce prof-là auparavant ?» On a tous un prof qu'on a admiré, etc. Mais finalement, il était dans cette posture de magicien. Et ça, pour un atelier, alors, on pourrait dire, au moment où on raconte l'histoire de Gigès, par exemple, c'est bien qu'on arrive
à nous faire rentrer dans le récit. Mais c'est pas une posture qu'il faut conserver si on veut le statut d'égalité dans la parole, etc. Ok. Il y Est-ce a que vous voulez Céline autre chose? aussi. Ouais, vas-y. Pardon. Il y a Céline aussi qui pose la question. Donc, combien de temps les ateliers philo avec les lycéens? Combien d'ateliers peux-tu animer sur l'année en parallèle des cours? Et combien de temps durent les ateliers aussi? Ouais. Alors, donc déjà, ils ne sont pas en parallèle des cours. Ils sont dans mon cours. Parce que tant qu'ils sont en parallèle, ça passe à la trappe quand on n'a plus le temps. Donc, ça veut dire que c'est clair que moi, ça m'a demandé de reconsidérer totalement mon cours et ma progression. C'est-à-dire que j'ai pas pu transposer le cours que je faisais avant et puis ensuite dire, allez, je vais rajouter des ateliers. Donc, il faut vraiment penser son cours avec les ateliers. Donc, ce n'est pas en parallèle. Et puis, alors, l'avantage, la durée d'un atelier avec les lycéens, ça peut durer plus longtemps que les petits, forcément. Donc, ça, c'est quand même un avantage. Ça peut aller jusqu'à 2 heures. Je vois par exemple le Cluedo, c'est 2 heures. Hein. Les expériences aussi de pensée, ça peut être 2 heures. Et puis, alors, j'essaie d'en faire un tous les 10 jours. Voilà. J'essaie de prévoir vraiment 1 à 2 heures tous les 10 jours. Donc, un peu plus que toutes les 2 semaines, quoi. Mais pour l'instant, ça ne me satisfait pas encore. Hein. Je voudrais faire plus. Mais disons qu'il y a quand même besoin d'une stabilisation, comme je vous disais. Hein, il y a du savoir, c'est-à-dire que comme il y a un enjeu de transmission, on ne peut pas être tout le temps dans l'émergence, dans la construction des compétences, etc. Il y a aussi de temps en temps le besoin, ne serait-ce que le travail aussi individuel. Enfin voilà. Mais j'essaie toujours de faire un peu plus. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. Hein, si vous voulez intervenir directement, on vous donnera la parole. Donc, vous avez un petite main que vous pouvez activer. Alors, il y avait une question un peu plus haut dans le chat. C'était à partir du moment où on a fait la transition sur les ateliers. Question d'Evelyne. Pourquoi les pensées construites collectivement ne peuvent-elles pas être considérées comme un objet extérieur? Ce sont bien plusieurs éléments qui forment un nouveau tout. Doit-il être forcément tangible? Ah oui, c'était à propos de la distinction que je faisais au tout début entre fabrication, poiesis, praxis. Alors, je ne dis pas qu'elle tient, hein, cette distinction-là. Hein. C'est-à-dire que je la proposais et c'était plutôt pour dire que très longtemps, en fait, on a fait cette distinction entre manuel et intellectuel, entre fabrication et donc fin extérieure à soi et puis fin en soi. Mais on pourrait tout à fait considérer que la pensée qui est construite collectivement est un objet extérieur. Après, est-ce qu'on en parle de façon symbolique quand on dit que c'est un objet extérieur? Est-ce qu'il a une réalité, une existence en tant que telle? Alors dire qu'une idée a une existence, ça peut-être un peu platonicien, je ne sais pas, mais ouais, c'est pas forcément évident. En tout cas, on voit moins de caractère concret que la fabrication d'un objet, forcément. Mais il y a un petit truc que je voulais préciser, si je peux. Allez-y, Charlie. Ouais. Il y avait notamment le rapport au savoir et au langage que je suis passée très très vite là-dessus et c'est un point qui m'intéresse énormément et que je travaille en particulier dans ma thèse. En fait, c'est les représentations que l'élève se fait de l'activité. Parce que c'est pas parce qu'on fait tous une activité qu'on fait tous la même chose dans cette activité, au sens où, selon le sens que je vais donner à l'activité que je suis en train de faire, eh bien, ça va plus ou moins me transformer ou plus ou moins devenir un apprentissage. Je donne un exemple. Si par exemple, on fait un atelier, un dialogue, un débat ou peu importe, hein, et que l'élève, il se représente ce débat comme l'expression de soi, et simplement comme le fait de pouvoir s'exprimer. C'est souvent ce qu'ils disent, hein, les élèves. Eh bien, il ne va pas du tout voir l'accomplissement de l'objectif atteint, ne va pas être du tout pareil que quelqu'un qui va considérer que le but du débat, c'est d'apprendre quelque chose, d'être nourri de la pensée des autres. Par exemple, le fait d'être nourri de la pensée des autres, c'est pas évident pour un élève que débattre, ça sert aussi d'apprendre des autres. Par exemple, si un élève se représente l'argumentation comme le fait de battre autrui ou de le convaincre, donc de lui imposer son avis, eh bien, ça va totalement changer sa façon de considérer le moment de l'atelier que si quelqu'un considère que argumenter, c'est aussi construire sa propre pensée. Et ça explique en fait les grosses différences qu'il y a entre les élèves et le fait que certains vont tirer des apprentissages d'une activité que d'autres non.
c'est pas une question de niveau scolaire, c'est pas une question de lacune, de maîtrise de la langue ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quel est le but que je me donne en faisant cette activité-là? Alors que je me donne ou que le prof a dit qu'on faisait, parce que d'où l'importance d'expliciter aussi ce qu'on est en train de faire. D'être bien au clair avec les participants, quel est le but de l'activité et du coup, quels sont les objectifs qu'il faut pour atteindre ces buts. Et ça, c'est vraiment intéressant et ça fait partie de ce que je fais comme recherche en fait dans ma thèse où je demande en fait aux élèves, enfin pas les miens, hein, ceux de collègues, finalement qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont travailler pendant l'activité et à la fin, est-ce qu'ils pensent avoir atteint les objectifs de l'activité. Et ça, quand on voit la différence, c'est impressionnant. Voilà. Alors, il y a Nathalie qui parlait de la pensée interprétative, mais je ne sais plus à quel moment c'était, dans quel contexte. Du coup, Nathalie, si vous voulez prendre la parole, je pense que ça fonctionne. C'est quand vous évoquiez François Galichet. Hein. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'était à propos de ce que Charlie vient justement de dire. Pour moi, c'est un peu confus et j'ai pas encore vraiment commencé à lire François Galichet. Je sais qu'il le met en exergue dans son dernier livre. Enfin, je crois que c'est son dernier livre. Et il ajoute la pensée interprétative en plus de la pensée créative, etc. Il y a la pensée interprétative. Et est-ce que c'est la posture des participants? Est-ce que c'est ce que vous venez de dire, Charlie? Comment les participants se plongent dans l'activité? Comment est-ce qu'ils l'interprètent? Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que c'était complètement autre chose? Alors, donc, comme François Galichet l'utilise, c'est pas tellement dans ce sens que je viens de donner. Là c'est plus ce dont je viens de parler, c'est plus les croyances épistémiques et le rapport au savoir, le rapport épistémique au savoir. D'accord. Donc vraiment, c'est quel est le but épistémique de la tâche, quels sont les moyens d'atteindre ce but. La pensée interprétative chez Galichet, c'est plutôt une compétence que j'utilise tout comme l'argumentation, tout comme la conceptualisation, tout comme la problématisation, et qui me permet en fait de trouver du sens et de dégager le sens des situations. Donc un dispositif qui est très utile pour ça, c'est le photolangage. C'est celui que j'ai montré, un exemple hein, avec les femmes, là, le corps féminin, où en fait on a plein d'images différentes et on doit essayer de trouver laquelle, pour nous, représente le plus un concept, illustre plus un concept. Et donc, parfois, l'image, elle n'est pas évidente, il faut interpréter l'image. Et puis, évidemment, l'interprétation, elle est aussi présente dans... il faut interpréter les paroles d'autrui, c'est-à-dire que je les reçois, et puis, qu'est-ce que j'en fais? Il faut que j'arrive à leur donner du sens aussi, ces paroles-là. Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant qu'il ait ajouté cette compétence-là d'interprétation, parce que il me semble que... je trouve que ça manquait, quoi. Merci. Oui, d'ailleurs, juste sur ce point-là, c'est vrai qu'on avait reçu Michel Tozzi la première année du parcours qui avait bien énoncé les 3 compétences. Effectivement, François Galichet en rajoute une 4e, mais Johanna Hawking, quand elle était venue l'année dernière, elle allait presque jusqu'à 9 ou 10 compétences. Enfin, elle en avait rajouté encore. Donc voilà, c'est vrai. Et là, je vous ai mis les liens vers les banques de photolangage de François Galichet. Alors, dans les questions, oui, alors Evelyne qui précisait un petit peu ce qu'elle disait tout à l'heure. Donc, jusque la philo, comme le dit Lippmann, est utile dans la vie concrète et ramenée au concret, comme pour M. Crawford également. Donc, dans ce sens-là, la réflexion collective ne peut-elle être considérée comme un objet concret, puisqu'elle influence et ou dirige nos actions, nos comportements. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'elle l'entendait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans la pensée de Lippmann, il y a aussi cette notion, la forte importance de la délibération et donc de la décision que peut me permettre, justement, c'est la notion de jugement hein, dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc, c'est vrai que c'est très fort et c'est beaucoup moins présent dans la philosophie française, par exemple, cette notion de pratique, d'activité et de concret que pourrait nous apporter la réflexion. Enfin, ça a bien changé, mais traditionnellement. Quoi.
Alors, il y a Céline qui veut absolument écouter un moment d'atelier. Ok, alors, je vais essayer de retrouver ça. Ta, ta, ta. J'ai oublié de préciser. À soi-même, quand c'est juste nos pensées qui juste dérivent, on parle aussi de dialogue dans ces cas-là parce que on se parle à nous-mêmes. Il y a pas forcément impliqué deux personnes forcément, mais dans la racine du mot. Regarde bien autour de toi. Après, je pense que c'est pas pour deux personnes, et c'est plus qu'il y a l'idée d'un interlocuteur en face. Par exemple, quand on se parle à soi-même, on se parle à soi-même, on imagine même qu'il y a quelqu'un en face qui nous écoute, même s'il n'y a personne. Mais on imagine une personne, que ce soit une personne imaginaire ou réelle, au bout du compte, on a toujours l'idée de l'interlocuteur en face. Alors moi je me dis, si on peut être deux personnes, ça peut aussi être par exemple peut-être des objets ou des animaux comme dans les fables de La Fontaine ou des choses comme ça. C'est pas obligatoirement une personne en général, ça peut être n'importe qui discute ensemble. Alors, tu penses qu'il peut y avoir du dialogue entre les animaux? Non, mais de manière un peu plus métaphorique, mais comme par exemple dans les fables de La Fontaine ou des choses comme ça, où au final c'est deux êtres entre guillemets qui peuvent réfléchir et qui dans leur dialogue aussi Ok. Quelqu'un va rajouter quelque chose sur cette idée de deux personnes minimum qui finalement est devenue le fait d'avoir un interlocuteur et finalement ça pourrait être soi-même l'interlocuteur de soi-même, vous voyez un peu cette idée-là. Et je trouvais intéressant Émilie qui parlait d'écoute, finalement on est à l'écoute de soi-même en se parlant à soi-même. Et ce que vous avez remarqué, ce qu'a rajouté Hippolyte comme terme à propos du dialogue. Il a dit ça peut être simplement deux êtres mais qui vont réfléchir. Est-ce que la réflexion est pour vous un élément essentiel qui rentre dans la définition du dialogue? Oui. Pour moi, la réflexion fait partie du dialogue car on réfléchit à ce qu'on va dire avant de parler. Par exemple, pour ne pas blesser la personne, pour se dire est-ce que ça va si je dis ça, s'il faut reformuler, etc. Pour construire un peu ta pensée avant de le faire. C'est ça. Moi, je pars du principe que dans un dialogue, il y a souvent un sujet, et donc que les deux ou plusieurs personnes vont réfléchir ensemble sur ce sujet au fur et à mesure, et que le fait qu'il y ait plusieurs points de vue, justement, ça amène à une meilleure réflexion. Et c'est le but, en fait, de ce dialogue la plupart du temps. Donc le but du dialogue, en fait, ce serait la réflexion, et la réflexion mènerait au dialogue. Ce serait un peu en sorte de... Ah, d'accord. Vous avez compris ce qu'elle a dit, Louise, à propos de dialogue et réflexion? Est-ce que quelqu'un voudrait bien reformuler ce que vient de dire Louise sur le rapport entre réflexion et dialogue? Fleur? Si j'ai bien compris, c'est que la réflexion serait à l'origine du dialogue. Elle a rajouté quelque chose après. Ah, j'ai pas trop compris. Vas-y. Non, en soi, ce que j'ai compris, c'est que ça fait un cercle où en fait le dialogue mènerait à la réflexion, mais la réflexion mènerait aussi au dialogue et que du coup, c'est un cercle sans fin. Ouais. Et un cercle vicieux ou vertueux? Vertueux. Est-ce que tout le monde a compris cette idée du cercle entre réflexion et dialogue? Oui. Le dialogue qui permet la réflexion qui permet le dialogue. Ok. Moi, ce que j'ai compris et noté, c'est que tu as dit que la réflexion en soi, c'est une part complète du dialogue. Ça en fait partie, parce que c'est la cause et la conséquence du dialogue, c'est une sorte de boucle en fait. Et la cause et la conséquence, c'est une partie intégrante du dialogue. Il ne peut pas y avoir de réflexion sans dialogue ni inversement. Alors, Hippolyte avait aussi ajouté une idée, c'était celle de dialogue sur un sujet. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que vous voulez la compléter ou faire une objection?
Je pense que dans ma perception, oui, il y a qu'un sujet parce qu'un dialogue, je pense, comme pour revenir à ce qu'Émilie disait, il y a un interlocuteur et s'il y a un interlocuteur, il y a forcément un sujet puisque si on ne parle pas de la même chose, je ne vois pas comment on pourrait dialoguer ensemble. Je pense que je suis d'accord avec Hippolyte, puisqu'en fait, ça revient un petit peu sur le fait d'un débat où on donne son avis et on s'exprime, et comme ça, ça a donné à une meilleure idée et à travailler ensemble. C'était pour revenir sur le dialogue qui avait qu'un sujet. Je pense pas forcément qu'un dialogue ait qu'un seul sujet parce que ça arrive que, imaginons, on parle à quelqu'un, voilà, et puis d'un coup on a une idée, quelque chose nous rappelle un élément, etc., nous rappelle quelque chose. Et en fait on va repartir et le dialogue après peut changer de sujet, mais en même temps on peut rester sur l'ancien sujet. C'est un peu compliqué à suivre après comme dialogue, mais on peut quand même avoir un dialogue où on parle de deux choses différentes en même temps. Oui, mais il y a toujours la même origine. Enfin, par exemple, si on commence une discussion avec l'interlocuteur, on lui dit bonjour, etc. On ne va pas parler d'un coup, on va parler de notre vie, on ne va pas forcément parler de, je sais pas, d'un élément complètement différent. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais... Disons que de ce que j'ai compris entre vos deux interventions, c'est que toi tu dis, pour dialoguer, il faut bien parler de la même chose, donc c'est bien un sujet. Et Émilie ajoute qu'il peut y avoir néanmoins plusieurs sujets qui s'enchaînent dans un même dialogue. C'est ça que je... Oui, même en même temps, parce que, comme on l'a dit, un dialogue, c'est pas forcément que deux personnes. Donc imaginons qu'on a 5 personnes, et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a par exemple deux qui discutent, et il y a la 5e personne qui switch entre les deux. Donc en soi, techniquement, elle est en train de faire des dialogues avec les 5 personnes d'un coup, enfin les 4 personnes d'un coup. Mais ce sont deux sujets différents. Oui, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, Émilie, parce que s'il y a 5 personnes qui discutent chacune de leur côté, entre guillemets, pour faire de deux ou quelque chose comme ça, c'est plusieurs dialogues, c'est pas un seul avec les 5 qui font des discussions différentes. C'est un exemple que... Après, ils arrivent sur la distinction entre dialogue, conversation, etc. Et donc, ouais. Alors, vous en pensez quoi? C'est pas facile à suivre avec le son, hein, mais bon. Moi, j'en pense que ce cercle réflexif est un bel objet. C'est un métadialogue, dit Céline. Oui, exactement. En fait, voilà, la question, j'aurais dû vous le dire avant, c'était qu'est-ce qu'un dialogue? Et c'est rigolo parce qu'effectivement, à la fin, ils en sont venus à dire on a fait ce dont on a parlé. C'est ça. Et ça, c'était des élèves de première que j'ai en HLP. Ok, écoutez, on arrive à 13h58. On va peut-être bientôt clôturer. Depuis à l'heure. Vous remercier, Charlie, c'était passionnant. On ne vous lit pas tous les remerciements, mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup dans le chat, en effet. Il y en a beaucoup. On vous les mettra dans le script, mais on vous mettra surtout tout le contenu dans le script du chat. Et puis écoutez, merci à tous et toutes. Passez d'excellentes fêtes. Si vous avez des questions à poser à Charlie, vous pouvez passer par nous, toujours, même si elles vous viennent un peu plus tard, les questions. N'hésitez pas. Et puis, voilà, donc d'excellentes fêtes et on espère vous retrouver pour la suite du parcours l'année prochaine, qui reprendra dès le 4 janvier. Je vous mets le lien dans le chat, ainsi que le support aussi de présentation sur lequel vous retrouverez le webinaire enregistré, ainsi que tous les autres webinaires depuis le début. Et voilà, et si vous voulez vous inscrire, donc le prochain rendez-vous, ce sera avec Élodie Camille Lemoine. Oui, voilà, c'est ça. Et le mensonge est-il éthique le 4 janvier. Merci beaucoup, Charlie. À très bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup, Charlie. À très bientôt. Merci.